Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Hors-Jeu, la grande première en Allemagne en direct de Gelsenkirchen. Voilà, vous découvrez notre plateau. Alors certes, il y a quelques fils, voilà, tout n'est pas parfait. Il y a un petit fil de micro, rien de bien dérangeant. Mais en tout cas, merci d'être avec nous dans ce rendez-vous quotidien chaque jour à midi, entre midi et à peu près 14h. On va pouvoir parler de foot, on va pouvoir débriefer des matchs de l'Euro, parler des matchs à venir et notamment aujourd'hui du premier match de l'équipe de France. Comme d'habitude, on est en direct sur Twitch, on est en direct également sur YouTube. N'hésitez pas à lâcher vos likes et il y aura également la rediffusion sur les différentes plateformes, mais également en version podcast. Donc vous pourrez aller sur Spotify ou encore Deezer notamment pour venir écouter notre émission dans le format audio. Aujourd'hui, casting XXL, vous le voyez, Braque n'est pas là. Il a dû malheureusement rentrer en France suite à des soucis personnels, mais on espère le retrouver pour la suite de l'Euro. On a quand même son acolyte Bruce Granek qui est là. Ça va Bruce, bien installé en Allemagne? Salut les gars, bien installé, on est bien. Bon, s'il y a des petits soucis de micro et tout, les gars, c'est la première. On va régler ça petit à petit, hein, parce qu'on voit le chat déjà qui s'emballe un peu. On va essayer de régler ça, les gars. Vous inquiétez pas, c'est que des petits ajustements. Donc voilà, mais sinon, tout va bien. On est posé. Bon, un peu dans le speed depuis qu'on est arrivé. Il y en a deux qui sont déjà allés voir un match. Voilà. Et bon, ils ont kiffé leur moment quand même. Ouais, bah écoute, on va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec lui. On a Yous également qui est avec nous. Yous aujourd'hui aux couleurs de l'équipe de France. Non, rien du tout. Mais si, c'est bleu, ça se voit pas bien, mais ouais. c'est bleu. D'accord, c'est comme la fameuse robe là, on se demandait si elle était marron ou N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous la voyez bleue. Bon, comment ça va Yous, content d'être là? Super, franchement super, il fait beau, on est en bonne compagnie, on a bien dormi, personne n'a ronflé cette nuit, donc c'est super. Ouais. Alors là, il faut savoir qu'il y a une chambre de ronfleurs en haut où il y a vraiment tout le monde qui ronfle. T'as peur. Et puis voilà, une piole de gens bien un petit peu plus vers le bas. Ceux qui sont à l'étage du dessous, ouais. C'est ceux qui sont à peu près normaux. Quoi. Je suis tout seul maintenant moi dans la chambre, donc bon, j'aurai personne pour m'embêter. On aura Scipion qui est venu en Angleterre tranquillement. Et Scipion qui est déjà allé voir un match du côté de Gelsenkirchen avec cette Angleterre-Serbie. Bah ouais, je suis un des chanceux qui a pu déjà assister à une rencontre et voir cette ambiance, cet engouement. Et par rapport au retour de cette Angleterre-Serbie, je crois que je suis plutôt bien chanceux d'être allé le voir directement au stade parce qu'avec l'ambiance et tout, le match était plutôt intéressant. Mais je crois que c'était quand même une petite purge vue à la télé. Mais en tout cas, très content d'être arrivé. Et puis voilà, c'est parti pour 10 jours, ça va être top. Bah écoute, on découvre en images les quelques plans que tu as pu faire hier du stade en compagnie de Braque. Hein. Tu y allais, Braque qui aura pu voir l'entrée en lice de l'Angleterre. Ce match, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes pour le débrief des matchs de cette journée d'hier. Messieurs, comme d'habitude, pour l'Euro, on est en Allemagne et on est toujours accompagné par nos partenaires de Winamax qui nous accompagnent depuis maintenant de nombreuses années. Winamax, vous connaissez le principe. Votre premier dépôt doublé en pari gratuit jusqu'à 100 € et vous pouvez même profiter de 10 € de bonus supplémentaires avec le code Hors-Jeu 10. Les conditions, c'est simplement un dépôt minimum de 15 €. Tout simplement. On vous rappelle également que jouer comporte les risques et c'est réservé uniquement aux personnes majeures, donc de plus de 18 ans, et que le jeu peut entraîner divers drames dans les vies. Donc faites attention à bien vous protéger vis-à-vis de ça. Messieurs, on va pouvoir commencer justement cette émission en parlant d'un match que Scipion est allé voir. Jingle. Et on va commencer avec ce Serbie-Angleterre, un match important parce que l'Angleterre est en tout cas le gros favori des bookmakers. Donc on peut dire que c'est le gros favori de la compétition. Scipion, on avait vu des entrées réussies de la part de l'Allemagne, entrées réussies de la part de l'Espagne, l'Italie a fait le taf, tous les gros ont fait le taf. Et l'Angleterre hier a fait le taf, mais on était presque un petit peu
un petit peu frustré de voir l'Angleterre finalement ne pas en mettre 3 ou 4 comme l'ont fait les compères espagnols et allemands. Ouais, exactement. Je pense que l'essentiel, c'est la victoire, mais tu sens qu'il y a une immense marge de progression pour cette équipe et que Southgate va devoir surtout faire des choix. En fait, il y a une accumulation de talent et tu ne peux pas faire jouer peut-être en même temps et Foden, et Bellingham, et Kane, et même Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain, même si je trouvais que c'était une bonne idée, mais on a pu voir que voilà, au niveau des réglages, il a perdu 2 ballons dangereux. On sait que dans un grand tournoi, c'est le genre de choses qui agace un sélectionneur. Donc je pense qu'on verra peut-être un autre visage de l'Angleterre, peut-être avec un profil comme Gallagher au milieu de terrain, un peu plus travailleur. Mais c'est vrai que la première mi-temps, je trouvais qu'elle était quand même intéressante, tu vois, avec un Bellingham qui était vraiment à un très très bon niveau, le côté droit Walker Saka qui marche bien. Et puis après, oui, c'est sûr que Kane a été transparent, que Foden n'a pas su trouver sa place, que l'avoir dans un rôle d'ailier, mais finalement, il revient toujours naturellement vers l'axe. Et du coup, tu as un embouteillage. Donc problématique. Après, mine de rien, il y a aussi des satisfactions pour cette équipe anglaise. Je pense à un Marc Guéhi qui était un petit peu attendu parce que voilà, il y a des absents en défense, notamment avec Maguire. Et je trouve qu'il a vraiment fait un bon match. Il a été rassurant, même plus que John Stones, tu vois, qui est notamment appelé à être le patron. Stones, hein. Ouais, Stones, il s'est fait dépasser plusieurs fois. Pickford aussi, il a fait l'arrêt qu'il faut. Donc tu vois, peut-être c'est un test match, mais c'est sûr que par rapport à l'équipe qu'on annonce comme un des grandissimos favoris, ouais, on est encore loin du compte. Mais bon, voilà, il faut peut-être se lancer dans la compétition. Il y a un statut à assumer. Et je trouve qu'il y avait quand même 2-3 motifs de satisfaction. Après, ce qui était marrant, juste pour terminer sur ça, c'est vrai que quand tu vois un match au stade, t'as vraiment pas le même ressenti parce que je sais que quand on est revenu, on a discuté, on s'est dit que c'était peut-être une purge. Même au milieu des stats, hein, c'est vrai que moi, je pensais pas qu'il y a eu que 11 tirs. Je crois qu'il y avait quand même un petit peu de vie sur le terrain. Après, bah voilà, tu vois forcément des choses qui sont peut-être un peu plus. Pas le meilleur match de l'Euro, oui, ça c'est sûr. Ça, non, je pense qu'honnêtement, celui-ci, il fallait bien être dans cette Veltins Arena qui, au passage, est vraiment un stade magnifique pour les matchs de Schalke 04. Bruce, on a eu la Serbie un petit peu sur courant alternatif. La première a été compliquée. Ils ont mis un petit peu plus d'intensité, d'intention de jeu en tout cas dans cette seconde période. Et c'est là où l'Angleterre a commencé à être un petit peu bousculée, à être un peu moins convaincante. T'en as pensé quoi, toi, de cette équipe anglaise ? Pipion a bien résumé les choses. Honnêtement, il y a encore quand même du boulot s'ils veulent prétendre à la victoire finale. Hein. C'est pas avec le match qu'ils ont aligné hier. S'ils continuent comme ça, honnêtement, ça le fera pas. Parce que même entre les lignes, tu sentais qu'il y avait des espaces. Hein. En face, ça pouvait leur faire mal. Il y a eu des situations et tout. Donc voilà, et entre guillemets, c'était que la Serbie en face. Donc on imagine contre une équipe supérieure, tu peux prendre assez cher, je pense. Il y aura des choix à faire, comme l'a dit Pipion. Je pense que devant, ça allait pas. On a vu Kane, première mi-temps, je crois que c'était 2 ballons touchés. Kane qui a été en difficulté. Il a failli marquer quand même son but, mais ça a été un match très dur. Foden, très décevant. Après, tu as un mec qui a surnagé, et surtout avec la première mi-temps qu'il te fait. Bellingham, assez incroyable. Il était partout, il faisait tout. Voilà, le monsieur est en mission cette saison, on l'a compris. Mais ouais, j'ai trouvé une Angleterre quand même assez inquiétante et qui n'est pas du tout encore prête en tout cas. Après, tu peux monter en puissance, il y aura des ajustements qui vont être faits, mais il va y avoir des choix forts à faire, je pense, à un moment donné. Après, on a toujours la même réserve avec Southgate depuis X années où on se dit que c'est peut-être pas le coach qu'il faut pour amener l'Angleterre au bout d'une compétition. Ils ont eu certaines occasions sur les grosses compètes précédentes, mais à chaque fois, il manquait quelque chose et ça peut jouer aussi là-dessus. Et voilà, c'est pour ça qu'il y en a pas mal à l'approche de la compète, même si beaucoup les voient favoris. Il y en a qui disent aussi ça peut être un petit flop, tu vois. Si l'Angleterre sort en quart, par exemple, ça serait une grosse déception. Et honnêtement, moi, j'ai quand même du mal à y croire à cette équipe d'Angleterre. Et vu le premier match, bah écoute, ça me conforte un peu dans mon choix. Après, on connaît, hein, comme vous l'avez dit, il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne, gros début. Des fois, tu fais un gros premier match et puis tu te fais sortir en huitième, en quart. Et puis voilà, on connaît des fois, il y a des équipes qui font comme les Pays-Bas, historiquement, souvent des phases de poule, des trucs de fou. Et à un moment donné, ça a plafonné. Des fois, il y a des équipes, ça commence pas très bien. Ça monte en puissance, il y a un petit match déclic. Donc, on a connu ça aussi avec la France, par exemple. Et puis après, c'est parti, quoi. Mais ouais, l'Angleterre, décevant. En tout cas, c'est parmi les grosses équipes qu'on a vues jusqu'à maintenant. C'est l'équipe peut-être qui nous a le plus déçus. Ouais. Yus, il y a le temps de travailler quand même pour cette équipe anglaise. On a regardé également, et on va en parler tout à l'heure, ce Slovénie-Danemark. Deux équipes qui, bon, la Slovénie sur le papier, peut-être la moins forte du groupe. Le Danemark n'a pas totalement convaincu. Il y a eu un gros moment d'absence. On imagine que face à une grosse équipe comme l'Angleterre, ça peut leur coûter très très cher. Sur quel axe doit travailler Gareth Southgate maintenant que tu as vu la première rencontre face à cette équipe de Serbie? Moi, j'ai même envie de dire que c'est peut-être mieux pour eux d'avoir ces petites difficultés tout en prenant 3 points au premier match parce que d'une certaine manière, là, ils sont qualifiés. Hein. Sauf cataclysme, ça m'étonnerait qu'ils ne prennent pas au moins 1 point et qu'ils ne passent pas en huitième de finale. Donc là, si on se projette sur la suite de la compétition, ça leur donne une grosse semaine, voire 10 jours pour travailler dès maintenant. Et je vais suivre Bruce là-dessus. C'est que souvent, sur ces compétitions et les dernières années, on n'a pas forcément l'impression de voir des gagnants qui explosent tout dès le début, plutôt des équipes qui montent en puissance. Et pour le coup, cette équipe d'Angleterre, moi, je ne m'attendais pas
grand-chose de plus hier. Ils ont pris les 3 points, ils ont été solides. Maintenant, c'est peut-être le voir sous cet axe-là, c'est qu'ils ont peut-être des axes d'amélioration et qui font que peut-être ils vont pouvoir cibler les petits trucs qui vont pas, faire quelques changements d'individualité de joueurs, de composition, et peut-être que c'est là où ça va commencer à démarrer. Mais effectivement, dur de ne pas être déçu quand on voit le match qu'a pu faire l'Allemagne, par exemple. Tu vois, Scipion disait qu'on avait l'impression que les joueurs se marchaient dessus, je suis d'accord. Et par exemple, quand tu vois la compo de l'Allemagne, tu pouvais dire ah ouais, ils vont peut-être se marcher dessus, mais non, tu n'as pas du tout eu cette impression-là, donc c'est quelque chose qui n'est pas impossible. Mais tu peux dire qu'il y a cette marge de progression qui peut les sauver, et souvent dans les compètes, c'est ce qui fait la diff. Et puis là, config Serbie, équipe qui t'attend, ils ont beaucoup attendu la Serbie. Contre une grosse équipe, tu peux penser que tu verras une autre Angleterre. Donc, mais sur ce qu'on a vu, si on juge on juge sur pièce, oui, c'était clairement décevant. Hier au stade, on discutait avec Braque et ce match, ça rappelait peut-être un peu le France-Australie de la Coupe du Monde 2018, où Deschamps avait mis la compo qui pétait aux yeux, que les gens voulaient voir. La compo du peuple. Avec Tolisso, etc. Et au final, on s'est rendu compte que c'était un petit peu problématique. Et Southgate, il a peut-être besoin de ça pour se dire, ok, je vais tenter la plus belle compo sur le papier, un schéma super intéressant. Et finalement, tu vois qu'il y a quand même des limites. Et comme le dit You, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui se marchent dessus. Dans l'axe, forcément, il va avoir un embouteillage. Surtout que ce qui est ouf, c'est que Kane, qui touche que 2 ballons, on l'a connu tellement playmaker à certains moments, être un œuf complet, que tu vois, c'est là où le coach doit trancher, doit faire des choix qui vont peut-être être difficiles avec des grosses individualités. Là, il va avoir une consigne peut-être aussi d'être plus haut, d'être déchargé, vu qu'il y a des Foden, des Bellingham. Là, on avait le sentiment que Kane était presque relégué à un rôle de pur finisseur sans avoir la possibilité de participer au jeu, alors que lui, on sait qu'il aime ça. Scipion, il y a eu un tweet hier de Braque qui a dit j'ai l'impression qu'entre Bellingham et Foden, presque il n'y a pas la place pour les deux. Alors c'est un tweet un peu réact, j'ai envie de dire, parce que ça va susciter forcément beaucoup de réactions. On parle de Jude Bellingham et de Phil Foden, peut-être 2 des 5 joueurs qui aujourd'hui peuvent prétendre au Ballon d'Or après la saison dingue qu'ils ont fait. On peut évidemment pas se priver ni de l'un ni de l'autre, mais peut-être qu'au niveau de leur positionnement, il va falloir travailler quelque chose du côté de Southgate. En tout cas, c'est ce que pense Braque, parce que les deux n'ont pas pu s'épanouir parfaitement parce que chacun était un petit peu dans la zone de l'autre. Tactiquement, ça va être le dilemme pour Southgate. Il y a des coachs comme Nagelsmann et comme l'a dit Hughes qui peuvent réussir à faire cohabiter Gundogan, Wirtz, Musiala, même un Havertz, où chacun va pas se marcher dessus. Là, ça va être le défi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que Bellingham, tu le fais redescendre en 8 ? Mais tu sais très clairement qu'il va quand même continuer à monter, se projeter, et qu'il va peut-être se retrouver dans la même zone que Foden. Et on a vu que Foden sur un côté, ça marchait pas. Et dans l'autre sens, tu avais Saka qui, lui, dans ce rôle de pur ailier, a vraiment fait des différences. Donc là, il va falloir peut-être un petit peu trancher, se rapprocher des cadres du vestiaire pour décider ce qu'il faut faire. Est-ce que Foden, qui a quand même il faut le sortir, c'est terrible, c'est un super joueur, mais ça ira pas, parce que Kane, tu peux pas l'enlever, Bellingham, tu l'enlèveras pas, et Foden, on le sait qu'il lui faut la liberté, un peu plus dans l'axe et tout. Je pense que c'est celui qui va en faire les frais. Je sais pas qui le chat enlèverait, mais c'est fou de se dire que Foden, meilleur joueur de PL cette saison, c'est celui que tu vas enlever, mais pour le bien du collectif, c'est ça aussi de la sélection, et ce genre de match, il va peut-être servir à ça pour se rendre compte que Je pense qu'il faut 2 purs ailiers. On a vu que Saka, ça fonctionnait bien hier, tu vois, lui, il a fait son match. Je pense qu'il faut 2 purs ailiers. Kane, il faut lui laisser comme d'habitude. C'est la marche qu'il a où il peut décrocher, il a besoin de toucher beaucoup de ballons. Et Bellingham, l'homme un peu à tout faire, de temps en temps monter. Et voilà, moi je pense que c'est le meilleur équilibre pour eux, mais il leur faut 2 purs ailiers. Foden, dans ce rôle-là, on sait que tu restes sur ta faim, parce que c'est un mec qui a besoin de liberté et souvent il a besoin d'être dans l'axe aussi et tout. Donc comme ça, pour moi, c'est contre-productif. Vaut mieux de purs ailiers pour l'Angleterre. Yous, qu'est-ce qu'on fait du coup ? Est-ce qu'il y a plusieurs options ? C'est redescendre peut-être un peu Jude Bellingham, peut-être changer de dispositif du coup, densifier le milieu de terrain et permettre à l'attaque d'avoir plus de liberté. Il y a la solution d'enlever Foden et de mettre un joueur un peu plus au service du collectif. Je pense à Jarrod Bowen notamment, qui est un joueur que j'adore perso. Il y a une solution aussi qui peut paraître lunaire. Ça serait d'enlever Harry Kane et de mettre Foden en faux neuf pour venir avoir un maximum de liberté. Maintenant, est-ce qu'on peut enlever Harry Kane, qui est peut-être un des 2 meilleurs neufs du monde à l'heure actuelle, mais quand on sait qu'on peut enlever Foden, qui est le meilleur joueur de Première Ligue de la saison passée, on a un petit peu un choix caviar, j'ai envie de dire, pour Gareth Southgate, mais un choix pas évident à porter, parce que le choix qu'il fait, il va peut-être se mettre un de ses joueurs cadres à dos dans le vestiaire, et si jamais ça marche pas et si jamais il se plante, il va se faire allumer par les tabloïds anglais. Des fois, c'est à double tranchant ces matchs ces compétitions mal commencées, parce que ça te permet de pouvoir trancher plus facilement. Il
y a des joueurs qui, je pense, acceptent plus facilement les choix parce qu'ils savent que le match a été pas bon. Mais de l'autre côté, ça peut être catastrophique si c'est pas le bon choix. Moi, je serais plutôt partisan du fait de reculer Bellingham. En plus, je pense qu'il y a certaines séquences. Tu recules, mais du coup, tu passes dans un milieu à 3 ou tu fais sauter Alexander Arnold? Je ferais sauter Alexander Ok. Arnold parce que déjà, je pense qu'en plus, Bellingham, dans le travail sans ballon, c'est quelqu'un qui est tout simplement exceptionnel au-delà de ses qualités offensives et de ses actions qu'il arrive à finir. On l'a eu avec le Real quand il était souvent dans une configuration, notamment contre City, où l'équipe était dans une Ouais, configuration. ou dans le jeu combat avec sans ballon, il fait pas forcément. Si c'était sur le deuxième match, ça allait un peu mieux sur la première mi-temps Ouais. où il apporte le but, mais c'est vrai que dans le jeu, il n'a pas été ouf, mais il travaillait pour travaille l'équipe, notamment à énormément l'aller, ouais. et je pense qu'en prévision des gros matchs, ça peut être une bonne idée pour eux de faire ça, surtout si ça peut libérer un peu Foden, qui lui laisser un peu de place. Moi, je serais partisan de cette solution-là. Après, à voir, c'est sûr que Southgate n'est peut-être pas Nagelsmann et qu'il n'aura pas la possibilité d'avoir enfin, qui trouvera pas la solution en alignant tout le monde en même temps. Donc, il va peut-être falloir faire ce genre de choix. Et bon. On essaye de corriger un petit peu les drops, hein, les amis, sur le chat. Tant que vous Tout nous bon entendez, depuis c'est 20 tout ça secondes. bon. Ok, bon, après, il faut savoir qu'on est en Allemagne, on n'est pas chez nous. On n'a pas la meilleure des connexions du monde dans l'appartement où nous peaufiner sommes. ça. Donc Et- voilà. Et pour terminer, juste parce que c'est un nom qu'on n'a pas encore cité, mais pour un coach comme Southgate, c'est qui l'Angleterre, avoir un mec comme Declan Rice, pur 6 pour l'équipe, et qui lui a fait vraiment son match, et qui est pareil dans ce rôle de long, ça tu sais qu'au est-ce moins que c'est tu- ton pilier. Carré, ouais. Est-ce que tu l'as déjà vu faire un mauvais match? Non, depuis 2-3 ans, enfin, on sait que c'était un pilier de West Ham, de cette équipe anglaise déjà au dernier Euro. Et Arsenal, il a fait une excellente saison. Mais tu vois, le voir à ce niveau-là aussi, quand tu sais que tu auras ces petits doutes, lui, tu sais que c'est un peu comme Kanté pour l'équipe de France, quoi. Tu peux avoir une composante, quelque chose offensif. Lui, il répondra présent quoi qu'il arrive. Tiens, Bruce, dernière question peut-être. Le chantier principal, c'était peut-être cette défense à 4. On avait vu dans les noms des présélectionnés beaucoup de jeunes joueurs anglais qui n'étaient pas trop connus du grand public. Là, on a vu notamment Guéhi être titularisé avec l'expérience à côté de Trippier, de Walker également et de John Stones. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette défense? Est-ce que ça t'a convaincu? Est-ce que tu peux pas en dire plus parce que finalement, il y a eu assez peu d'alertes. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça et peut-être même englobé dans ce travail défensif la doublette devant avec Alexander Arnold et Declan Rice. Alexander Arnold qui a déjà joué à ce poste à Liverpool mais qui a perdu quand même quelques ballons qui ont mis en difficulté cette équipe d'Angleterre. Est-ce que tu gardes cette même défense? Est-ce que tu sors Alexander Arnold? Tu mets peut-être Kobbie Mainoo qui est la révélation? Comment tu essayes d'équilibrer toi ce secteur défensif anglais? C'est une bonne question. Moi, perso, en tout cas, les 4 derrière, je vais pas te mentir, pour moi, c'est pas une défense qui peut t'emmener au bout, en tout cas en l'état. Donc, peut-être qu'en faisant des ajustements au milieu, je sais pas, en mettant un Gallagher, Mainoo, ou je sais pas, peut-être en sortant Trent, peut-être tu peux équilibrer un peu ça. Mais Stones, c'est vrai que depuis quelques temps, tu sais, comparé à la saison passée, c'est pas le Stones en grande confiance non plus. Là, hier, je l'ai pas trouvé ultra rassurant. Tu vois, donc Guéhi, oui, ça a fait le taf, ça c'est sûr. Bon, t'as Walker sur le côté droit pour le coup, Saka, Walker et tout. Moi, j'ai bien aimé. Et bon, bah, t'as Trippier qui était de l'autre côté. Moi, perso, cette défense, enfin, ça me fait pas rêver, quoi. Moi, je trouve qu'il y a quand même des manques. Donc, oui, il y aura des choix à faire. Après, il y a des joueurs qui n'ont pas été pris. Il y a des choix qui ont été faits par Southgate. Bon, après, il y a quand même ce qu'il faut pour avoir quelque chose, un minimum équilibré. Mais c'est sûr qu'il va falloir faire des ajustements. Mais en l'état, non, moi, ça ne m'a pas rassuré du tout dans l'ensemble. Comme j'ai dit, entre les deux lignes, et pourtant, tu as un Rice et tout, tu vois, qui normalement est censé te régler beaucoup de problèmes à lui tout seul. Mais même lui, il ne peut pas tout combler. Et entre les deux lignes, entre les défenseurs et les milieux, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal d'espace par moment. Et s'ils n'arrivent pas à corriger ça à ce niveau-là, à un moment donné, tu te fais punir, quoi. Youss, on va vous demander maintenant à tous les trois de me sortir un top chacun dans cette rencontre. Je te laisse commencer, Youss. Ouais, j'ai envie de citer Declan Rice. Moi, j'ai bien aimé le match de Declan Rice. Mis à part ça, franchement, dur d'en citer quelques-uns qui n'ont pas été non plus catastrophiques. C'est vrai que Guéhi, moi, j'ai bien aimé aussi. Mais ouais, j'aurais envie de citer Declan Rice. Ouais. Ok, Declan Rice pour toi, Scipion. Bellingham, c'est quand même costaud, hein, même si bon, en deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué comme toute l'Angleterre. Mais la première est dingue. elle La est première, folle. il surnage sur le terrain, et même tu as parlé de ses retours défensifs, il a été facile sur pas mal de sorties de ballon, donc c'est vrai qu'on attend beaucoup de jeunes joueurs dans cet Euro. Pour l'instant, Moussiala, Wirtz, Yamal, même lui, ça répond bien présent. Bruce. Bon, moi, j'aurais rajouté Saka qui m'a bien plu sur le côté, qui a fait pas mal de diff. C'est lui aussi qui amène le but. Et honnêtement,
Voilà, c'est un joueur, tu as souvent l'impression que tu sais ce qu'il va faire, etc. Mais quand il le fait bien comme ça, bah écoute, ça sert à l'équipe. Et le danger, en tout cas, il venait aussi souvent de lui. En tout cas, quand il y avait du danger côté anglais. Donc, j'ai envie de te dire ça, allez. Allez, les flops maintenant. Un flop pour toi, Yous? Ouais, bah Foden, Foden clairement, flop de Foden. Après, voilà. Foden. C'est pas volontaire. S'il y a des fans de City qui nous regardent, c'est pas personnel. On sait le joueur qui est Foden, mais clairement là, ça n'a pas fonctionné. Et s'il faut en citer un parmi tous, je dirais Foden. Après, j'ai pas envie d'être trop méchant avec Kane, qui a surtout pas été trouvé, qui je pense a été plus tributaire du système et du collectif que Foden, que j'ai trouvé en dessous. Scipion, on enchaîne. Ouais, pareil, parce que quand on connaît le joueur que c'est à Manchester City, surtout sa très très belle saison, il y a eu une mise en bouche où pendant 10-15 minutes, il a essayé de tenter des choses et puis très très vite, on s'est rendu compte que c'était pas compatible, que ça ne fonctionnait pas son rôle d'ailier parce que finalement, il revenait à un truc très naturel de revenir dans l'axe. Mais il y avait déjà beaucoup de monde, donc son match, au-delà de des considérations tactiques, même lui, il n'a pas su s'en sortir. Donc par rapport aux joueurs que c'est, on a forcément des attentes qui sont très élevées et on verra la suite de cet Euro pour lui, mais j'ai peur qu'il aille sur le banc. Boris? Ouais, pour pas dire la même chose, je dirais peut-être Stones, qui, comme je dis, un peu plutôt qui n'a pas été rassurant. Et moi, bon, je rajoute, même si c'est pas un joueur, je dis Southgate, parce que c'est pas possible d'avoir un Kane et de lui faire pondre un match comme ça quand on sait le niveau du mec et quand tu vois le matériel qu'il y a en Angleterre. Pour moi, il y a quand même des choix tactiques et des choix de joueurs qui font que t'as pas mis forcément tes joueurs dans les meilleures dispositions. Donc moi, encore une fois, Southgate, j'ai jamais été fan. Et bon, pour le moment, je pense pas que je vais me rabibocher avec lui maintenant. Mais quand je vois un Kane, le mec capable de tout faire, tu vois le match qu'il fait, parce que tu obliges peut-être à être plus haut, etc. Tu vois. Enfin, pour moi, ça c'est contre-productif, c'est pas normal. Donc tu es censé mettre des joueurs phares dans les meilleures dispositions. Kane, c'est peut-être ton joueur le plus important à la base. Donc, ouais, Southgate. Pour moi. Messieurs, on va afficher les notes justement de cette équipe anglaise et vous allez me dire très rapidement, est-ce qu'il y a une note qui vous choque? Est-ce que quelqu'un est coté trop bas et finalement vous l'auriez mis un petit peu plus haut ou inversement? Ah ouais, Gueye, c'est franchement, c'est un clean sheet. Ça a été pour moi quasiment le meilleur défenseur avec Walker. C'est un mec qui est attendu pour son premier grand tournoi en tant que titulaire avec l'Angleterre. Franchement, je trouve que sa performance hier était vraiment rassurante. Quand tu vois les notes, là, tu vois que le poids du nom, il pèse un peu dans les notes. Je pense quand tu vois les notes de manière générale, comment les joueurs sont notés, il y a des joueurs qui sont un peu mieux notés. Si c'est un taulier, par exemple, tu penses qu'il peut avoir un 6,5, 7 quoi. Et il y a d'autres joueurs, si c'est pas des top joueurs déjà reconnus de ouf, peut-être ils ont un point de moins aussi, soyons honnêtes. Donc, Le mec devant, non? Par exemple. Ok, on va faire pareil avec cette équipe serbe. On a assez peu parlé finalement de la Serbie. Ça va être l'occasion de pouvoir parler un petit peu d'eux et de leurs prestations, notamment des joueurs phares et clés qu'on connaît comme Vlahovic, comme Mitrovic. Et on voit les notes. Vlahovic 3 qui a été excentré sur ce côté droit. Mitrovic 4, Milinkovic-Savic 4. Voilà, c'est vraiment les trois joueurs avec Kostic de cette équipe qu'on a tendance à suivre le plus le week-end, évoluant dans des grands clubs. Est-ce que là aussi il y a des notes qui vous choquent un petit peu, messieurs? En fait, c'est plus le sélectionneur qu'il faut blâmer parce que honnêtement l'utilisation de cette équipe serbe par rapport à la période, j'ai pas compris et on est vraiment sur un gâchis monumental, mais depuis pas mal d'années pour la Serbie. Alors évidemment c'est pas le plus bel effectif, mais cette équipe elle doit pouvoir faire mieux. C'est un petit peu comme les dernières coupes du monde. J'espère qu'il y aura enfin un espèce de sursaut, un espèce de petit de manière de se relever, parce que c'est pas normal que cette équipe elle nous déçoive à ce point. Et c'est vrai que Dusan Tadic, il a fait cette déclat, il a dit c'est pas normal de me mettre sur le banc parce que je suis le meilleur joueur de cette équipe. Après il fait une entrée qui est très intéressante et voilà, même s'il fait son âge, c'est un joueur qui t'apporte directement quelque chose entre les lignes, qui va pouvoir varier le jeu long, le jeu court. En plus, je trouve que c'est une équipe qui a un système tactique intéressant jusqu'au piston, parce que forcément ça marche bien, il y a les circuits de passe qui sont bien trouvés. Par contre, désolé, mais dans quel monde Vlahovic, Milinkovic-Savic sont des ailiers? Ça ne marche pas. Et honnêtement, hier, Braque, je pense que jusqu'à l'heure de jeu, on n'a pas évoqué Milinkovic-Savic ensemble, parce qu'on l'a pas vu, et ce rôle-là, ça le dessert totalement. Donc, est-ce qu'il faut mettre les deux devant, Vlahovic-Mitrovic en pointe, quitte à avoir un petit peu de déséquilibre? Mais bon, c'est Vlahovic en soutien. Vlahovic il fait les pistons peut-être pour jouer ce rôle. Vlahovic il fait les retours défensifs, donc moi ça me paraît pas. Oui, il a pressé, il a fait ce qu'il pouvait finalement. Vlahovic dans l'investissement, il était présent, mais le problème c'est que tu peux pas te priver des qualités du joueur dans une équipe serbe où t'as pas autant de joueurs de qualité que lui. Et c'est pareil Milinkovic-Savic, quand tu sais le volume de jeu, l'intensité qu'il peut mettre au milieu de terrain et son abattage qu'il a avec le ballon. Tu te dis, mais c'est un petit peu bête de le reléguer à un côté où il touche finalement assez peu le ballon. J'ai l'impression qu'il faut faire un choix entre les deux devant, peut-être mettre Vlahovic. C'est ça.
Et voilà, ça sera plus complémentaire. Parce que là, changer ton système tout t'as envie simplement. de placer les deux, mais c'est vrai que ça te complique un peu la tâche, quoi. Tu vois. Ou alors tu joues dans un système de pointe avec un qui tu en soutien un peu des deux et les pistons, oui, Voilà, l'écart. Mais... Ou Tadic 9,5 qui va tourner autour de Mitrovic ou Vlahovic, ça me bien paraît pas trop mal. Et Niko Savic qui est un joueur qui aime bien aussi se projeter vers avant, voilà, un peu plus haut que Goudej et Lukic, mais quelqu'un dans le chat l'a dit, c'était l'entrée d'Illich qui a été intense suivie par le Pic de Marseille, et il a fait pour le coup une très très bonne entrée. C'est un bon joueur de Serie A, on s'est fait niquer par les Las Véron comme tout le temps, hein, j'ai envie de dire. Les Las Véron, ça fait 10 ans. On est sur tous leurs joueurs, mais ils veulent jamais nous en vendre un. Donc bon, on sait pas pourquoi, on sait pas ce que leur a fait. Messieurs, on va mettre de côté ce match Serbie-Angleterre. On va parler peut-être un petit peu de la première rencontre hier à 15h. On va en parler brièvement. Pourquoi ? Parce que hier, vous le savez, on était en voiture. On n'a pas pu suivre ce match Pays-Bas-Pologne à merveille. On est arrivé ici, c'était quoi ? C'était la deuxième mi-temps, si je dis pas de bêtises. Voilà, on suivait un peu sur les téléphones. Après le temps de s'installer, de sortir les affaires, on n'a pas pu regarder avec assiduité ce match-là. Au global, t'en as pensé quoi quand même, Yous, toi, de ce que tu as vu Pays-Bas-Pologne, on pensait voir une équipe des Pays-Bas rayonnante aussi, par rapport à une équipe de Pologne qui est peut-être l'équipe la plus faible du groupe, qui a perdu en plus son joueur phare Robert Lewandowski. Et finalement, on a vu une équipe des Pays-Bas qui a été poussée dans ses retranchements. Et il a fallu, j'ai envie de dire, un bon Wout Weghorst pour arriver à venir débloquer la situation. Ouais, ils ont su se défaire dans un match qui était mal embarqué, alors que pourtant la Pologne, franchement, sur le début du match, sur les quelques minutes qu'on arrivait à regarder par-ci par-là, enfin moi personnellement, je les trouvais assez faibles. Et le fait qu'ils réussissent à se faire mettre en difficulté autant que ça, alors que l'adversaire en face est pour moi un des plus faibles de cet Euro, s'ils finissent par passer, là on va récupérer ce que je viens de dire, j'imagine. Mais ouais, non, cette équipe de Pologne, sans Lewandowski, moi j'ai trouvé assez faible. Maintenant, les Pays-Bas. Avec lui, je trouve que c'est jamais ouf. Globalement, hein. Mais là, c'était encore pire. Je crois qu'il marque sur la première séquence où ils arrivent dans le camp des Pays-Bas à la 16e. Mais ouais, non. Pas forcément déçu des Pays-Bas parce que, de la même manière que j'ai pas envie de détruire l'Angleterre, je pense que les Pays-Bas, ils ont moins le costume de favori. Ils prennent 3 points. C'est un match pas évident. Ils sont aussi perdu De Jong coupe il y a pas longtemps. Ils se cherchent un peu peut-être offensivement. Mais je pense que tu vois ce trio offensif, Xavi Simons, Depay et Gakpo, potentiellement quand plus ils vont jouer ensemble et plus la compétition va avancer, plus ils seront meilleurs. Donc, mais oui, des Pays-Bas qui prennent on va dire ce qui est le plus important, à savoir gagner pour avancer, mais pas non plus super emballé par ce qu'on a vu. Et un ancien pensionnaire de Ligue 1 qui a marqué avec Adam Buxa, ancien joueur du Racing Club de Lens, qui est venu ouvrir le score dans ce match-là avant de voir Cody Gakpo égaliser ou Wout Weghorst marquer ce deuxième but. Bruce, on sait que tu as suivi ce match-là également à l'arrière de la voiture avec beaucoup d'émotion. Tu as été soulagé, hein, toi qui adores les Pays-Bas, voilà, évidemment. Exactement, toi qui adores Wout Weghorst qui entretient d'excellentes relations avec Léo Messi. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, on rappelle, hein, c'est avec lui qu'il y avait eu cette fameuse phrase qui est Mira Bobo de la part de Léo Messi. Tu en as pensé quoi, un petit peu déçu de cette équipe des Pays-Bas, où finalement ce qui leur a manqué, c'est pas tant les intentions de jeu, c'est pas tant le système, la manière de jouer a été plutôt bonne, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'imprécisions dans le secteur offensif. C'est ça aussi, de ce qu'on a pu voir, ils auraient peut-être pu se rendre le match beaucoup plus facile, parce que leur entame de match, c'est eux qui se créent des occasions, et voilà, après quand tu manques de précision à ce niveau-là, même si la Pologne c'est pas la meilleure équipe de l'Euro, tu sais que tu peux t'exposer derrière. Après, on voit que tu peux peut-être encore compter sur un Gakpo qui, à chaque fois avec les Pays-Bas, dès que c'est une compétition comme ça, il a l'air chaud. Il y a des joueurs comme ça, ils attendent les Euros ou les compétitions internationales. Et quand tu vois le match de Gakpo, écoute, il y a quand même de quoi faire. Tu as une défense quand tu as Ake, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. Je veux dire, quand tu vois Van Dijk et tout, tu vois la défense. Enfin, tu as du Dumfries, tu peux te permettre d'avoir du Frimpong et tout, faire rentrer si tu veux et tout. Tu as quand même du beau monde au milieu, comme on l'a dit. C'est un peu dommage, que c'est vrai qu'avec Coupe Mainers et De Jong, honnêtement, tu rajoutes Reinders et tout. Enfin, tu vois l'équipe, il y a vraiment de quoi faire. Après, offensivement, écoute, on verra. C'est une équipe qui peut se créer des occasions, on le sait. Maintenant, ça sera à eux d'être plus précis. Mais bon, l'important, c'était les 3 points. Voilà, comme on le disait, tu peux faire un premier match un peu compliqué. Tant que tu t'en sors, c'est aussi le plus important. Surtout que la poule, elle n'est pas simple. Que derrière, tu vois, avec l'Autriche et la France, donc c'était quasi primordial de prendre ces 3 points pour eux. Ils s'en sortent au final. Voilà, c'était le plus important pour eux. Je pense qu'on verra du mieux par la suite. Honnêtement, moi, sur le papier, ça m'intrigue quand même les Pays-Bas. Je pense qu'il y a un petit truc à faire. Alors, il y a un moment, ça va peut-être plafonner un peu, mais ça peut être sympa. Scipion, on va parler de Slovénie-Danemark. Yes.
Un match qui m'a beaucoup plu. Pourquoi ? Parce que cette équipe slovène, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Alors certes, la première a été peut-être un petit peu différente, mais il y a beaucoup d'enseignements. Déjà que la Slovénie est capable de pousser. On a vu des grosses menaces de Benjamin Sesko qui ont été assez incroyables. On a vu une équipe slovène qui s'est complètement libérée. Quand ils se sont libérés, ils ont commencé à pratiquer un vrai beau football offensif. Et il y a cette équipe danoise qui auparavant était souvent dans les favorites de l'Euro, qu'on a un petit peu mis de côté depuis quelques temps parce que les résultats sont un petit peu moins bons. Ça avait été la sensation quand même de l'Euro 2021. Mais là, on a été un petit peu déçus. Ces Pays-Bas ont été submergés dans les 20-25 dernières minutes de jeu. Quels enseignements on tire de cette poule ? Est-ce que finalement la Slovénie peut être une jolie équipe surprise ? Est-ce que le Danemark, avec des erreurs comme celle-ci face à de grosses nations, ils en prennent 3 ou 4 ? Qu'est-ce que tu retires toi de ce match-là ? Ouais, ça va peut-être être compliqué pour le Danemark de reproduire l'exploit de l'Euro 2021 et arriver jusqu'en demi-finale, même si tu peux voir qu'il y a quand même une ossature qui est encore bien présente avec Christensen, Vestergaard, Schmeichel, Højbjerg. Tu as quand même l'apport d'un neuf, pur neuf, qui manquait peut-être à cette équipe danoise comme Højlund. Mais ça va être en fait le problème de pas mal de neufs dans cet Euro, c'est qu'on n'arrive pas à les trouver. C'est comme Kane. Højlund, je trouve qu'il a été un petit peu sevré de ballon. Et quand il a été mis en situation, c'est ce qu'on s'est dit avec Bruce, c'est que directement il veut faire peut-être le geste pour se mettre en évidence, quitte à surjouer. Et voilà, justement, il doit être capable de simplifier, purifier son jeu. Mais pour autant, tu vois, le 11 danois, il tient quand même normalement la route. C'est pour ça que j'ai envie de voir le match contre la Serbie qui peut peut-être enfin... il y a une carte à jouer, je pense, pour cette équipe-là. Et puis, on a aussi forcément l'équipe slovène. On voulait voir comment est-ce que ça pouvait un petit peu tenir la route. À savoir, je crois qu'on est en train de nous perdre, malheureusement. Donc on va essayer de revenir, les petits potes. Du coup, F5, refresh, c'est bon, on est de retour. Scipion, t'as terminé, un petit mot ? Non, ce que je voulais dire, c'est que ça fait du bien de voir la Slovénie. Voilà, on nous a reproché de trop vendre certaines équipes de hipsters, je vais pas dire l'adjectif derrière, mais voilà, ça fait. Après, c'est la hipster de merde, c'est ça l'adjectif. Je rappelle que ce n'est pas moi qui fais la tactique hongroise. Voilà, il y a des sentiments, on essaie de faire des prédictions, tant pis si ça passe pas, mais voilà, cette équipe slovène, écoute, il y a de la qualité quand même. T'as un très bon neuf avec Sesko, t'as un bon gardien, même un super gardien Sesko, avec Oblak. Spora aussi, qui a une expérience européenne. C'est un joueur qui est intéressant. Vipotnik, qui n'a pas le jeu malheureusement, mais attention à lui, il pourrait pourquoi pas faire des différences. Mais très clairement, pour moi, cette Slovénie, il a une petite carte à jouer. J'ai envie de voir s'ils peuvent réussir à, peut-être pas sur une séquence de 25 minutes, mais un peu plus sur du long terme, pouvoir aller bouger peut-être la Serbie. Mais c'est une équipe qui forcément a été intéressante. Ok. Quelqu'un a un petit mot à rajouter sur cette rencontre ? Dans ce groupe où tu vois, t'as la Serbie qui nous a pas fait une énorme impression contre l'Angleterre. Peut-être que après ce 1-1 entre les deux équipes, les trois entre la Serbie, la Slovénie et le Danemark, on va avoir un truc à jouer pour ces peut-être deux places qualificatives. Bruce, plus de l'Angleterre. On en parle vraiment 2 minutes, pas plus, parce que ce ne sont pas des matchs qui sont déroulés hier, mais avant-hier. Mais vu qu'on n'a pas fait d'émission hier, peut-être un petit mot sur l'Italie ? Ouais, écoute, l'Italie, dont il va falloir se méfier, je pense, encore une fois, même s'ils ont été cueillis d'entrée avec cette erreur, cette touche de Di Marco, voilà, cette incompréhension. Derrière, ils ont su réagir très vite. Bon, après, en deuxième, ils se sont peut-être fait un peu peur parce que, ils n'avaient pas réussi à tuer le match. Mais l'Italie, tu sens que c'est un 11 qui peut faire mal quand même. Ouais. C'est carré derrière, ça peut être costaud. On a vu Calafiori, encore le match qu'il fait. Devant, quand tu vois un Chiesa qui aime ce genre de compétition, lui, on sait qu'il peut apporter beaucoup. Et puis quand tu vois le milieu de terrain avec des Jorginho, des Barella, etc. Enfin, voilà, moi je pense que l'Italie, faut s'en méfier vraiment. Alors on sait que c'est les tenants du titre, on sait qu'ils sont pas du tout favoris à la base, mais ils seront vraiment pas simples à sortir, surtout que dans la poule, on a vu la Croatie prendre assez cher contre l'Espagne, notamment en première mi-temps, même si le score est peut-être un peu sévère. Mais je pense que l'Italie a un bon coup à jouer en cette poule, au minimum deuxième. Et j'attends de voir aussi contre l'Espagne. Enfin, ça ne me surprendrait pas que l'Italie finisse même premier, même si je vois un peu l'Espagne tête en tête. Mais je pense qu'il y a match entre les deux équipes et ça peut être une bonne surprise encore de cet Euro, l'Italie. Ouais. Yous, parle-moi toi de l'Espagne peut-être, qui a été plutôt ultra convaincante. On savait que ce Espagne-Croatie, c'était peut-être le match le plus attendu de cette première journée de l'Euro. Et finalement, cette équipe espagnole a convaincu, a écrasé les Croates. Très vite dans le match. Exactement. Parce que je pense qu'ils ont tué le match très vite. Et en plus, c'est ce qui leur a permis de pouvoir sortir Pedri,
qui voilà, on sait, a joué 1 milliard de minutes en 2021, sur la saison 2020-2021, bah là, on peut le faire souffler, le faire sortir un peu plus tôt, faire entrer des Dani Olmo, même la complémentarité, le petit Lamine Yamal qu'on ne présente plus, mais qui est voilà, juste incroyable. Clairement, cette Espagne, elle a des individualités qui sont ultra complémentaires cette saison, des joueurs de haut niveau. Il y a le cocktail parfait pour aller loin, clairement. Et ce 3-0 contre la Croatie, même si effectivement il y avait des petits trucs qui n'étaient pas parfaits défensivement, des petits trous, des choses qui n'étaient pas parfaites, mais voilà, comme d'autres équipes, et elles vont pouvoir avancer sereinement parce que envoyer un message comme ça, un 3-0 contre la Croatie, qui est une équipe habituée des derniers carrés, des dernières compétitions, c'est quand même un gros résultat. Ouais, un énorme résultat pour cette équipe espagnole face à la Croatie. Deux équipes qu'on suivra évidemment dans les jours à venir pour la suite de la compétition. Messieurs, on va mettre de côté les matchs qui se sont passés. On va se concentrer désormais sur l'entrée en lice de l'équipe de France avec tout simplement le dernier point bleu avant le début de cet Euro pour Jingle. Et oui, un point bleu ô combien important puisque l'équipe de France fera son entrée en lice ce soir face à l'Autriche. Une rencontre importante parce que on a vu les Pays-Bas ont remporté leur première rencontre face à la Pologne. Il va falloir que l'équipe de France fasse de même face à cette équipe autrichienne. Et on va voir notamment le 11 probable pour cette première rencontre pour cette équipe des Bleus avec une tendance qui s'est dégagée peut-être un petit peu, Bruce. On parlait de Upamecano, Konaté, on parlait de Konaté, Saliba, et finalement non, c'est Upamecano, Saliba qui a priori devrait commencer. Mais au moins il y a Saliba, je pense qu'on le voulait tous. Ouais. Ça pour moi c'était la condition la plus importante. Après peu importe qui tu mettais à côté. J'allais dire Konaté à côté. Peu importe qui tu mettais à côté, mais on sentait que la tendance était plus sur Upamecano aligné avec Saliba ces derniers temps. Moi perso je suis content de ça parce que faut faire monter en puissance Saliba, faut qu'il soit en confiance. Voilà, on sait qu'il n'a pas un énorme vécu en équipe de France. On l'a vu un peu sur les amicaux juste avant l'Euro. Voilà, on fait que le dire, c'est le défenseur central le plus en forme français, il n'y a pas photo. Sûrement le meilleur défenseur de PL cette saison. Pour moi, tu es obligé de l'aligner. Donc moi, je suis très content de ça. Et puis après, au milieu de terrain, c'est cool aussi de voir Rabiot, parce qu'on a eu des soucis au milieu. Moi, je pense que Rabiot peut régler pas mal de problèmes. Après, on verra si c'est pas Thuram qui est sur le côté, Mbappé en pointe aussi ce soir. Ça, c'est une autre question. Moi, perso, je continue de penser que Mbappé, il faut laisser sur le côté. Oui, on sait qu'il va pas trop aider défensivement, mais Rabiot, je pense, peut régler aussi quelques soucis. Donc, c'est pour ça que son retour peut faire du bien. Et par contre, moi, comme je dis depuis le début, ma petite déception, c'est de ne pas voir Giroud à la pointe, parce que pour moi, ça reste aujourd'hui la meilleure option pour l'équipe de France. Mais déjà, il y a quelques soucis qui se sont réglés, je trouve. Donc voilà, le 11 est un peu mieux que ce qu'on a vu ces derniers temps, je trouve. Scipion ou Upamecano, Saliba, pourquoi pas de Ibrahima Konaté ? C'est la question qu'on se pose tout simplement parce qu'on a évoqué beaucoup de charnières et finalement c'est peut-être celle-là qu'on n'avait pas évoquée. Peut-être que le pied gauche d'Upamecano fait la différence dans la relance. Je pense à la configuration Coupe du Monde 2022 où c'était sa première base et c'est un joueur qui va lui apporter ça, je pense, dans les circuits de passe. Donc je devine peut-être ce schéma-là. Peut-être que Konaté n'est pas avancé physiquement, c'est toujours le petit doute. Mais comme le dit Bruce, c'est vrai que Saliba, écoute, il sort d'une prépa où ça a été clairement le meilleur joueur avec Kanté contre le Canada. C'est un joueur qui est hyper solide, qui on rappelle la stat, il a joué l'intégralité des minutes de PL avec Arsenal. Donc c'est fou, c'est un joueur. Championnat comme ça aussi exigeant. Et combien de cartons jaunes récoltés d'après vous? Stat. Si tu dis ça, il a dû en prendre 2. 4. Okay. C'est pas mal. C'est pas mal avec l'intensité que demande la première ligue. Il a joué tous les matchs. C'est plutôt propre. Hein. Donc franchement, je suis assez convaincant. Mais ouais, ça va être comme Dame, cette défense. On sait que Deschamps, il va mettre peut-être un couloir un peu plus offensif à gauche avec un Théo. À droite, il va compenser avec Koundé. Mais écoute, c'est une configuration qu'on connaît habituellement avec le sélectionneur. Donc pas surpris. Mais oui, forcément, Saliba, écoute, on parle souvent du fait que Deschamps soit arrêté, qu'il récompense pas la méritocratie. Là, quand même, je pense qu'il y a une évidence qui saute aux yeux. C'est normal de propulser Saliba titulaire. Youss, moi il y a un élément qui me rassure. C'est vrai qu'on avait parlé de base dimanche soir, si je dis pas de... Non, c'était pas dimanche, c'était il y a quelques jours. Fofana peut-être un peu plus reculé avec devant lui Griezmann et N'Golo Kanté. Moi ce qui me rassure c'est le retour d'Adrien Rabiot sur cette aile gauche pour venir peut-être un petit peu épauler dans le secteur défensif Théo Hernandez et Kylian Mbappé qui naturellement auront plus de liberté. Alors Kylian Mbappé avec des guillemets parce qu'on ne sait pas si c'est Thuram qui
lui, pour le coup, a un apport défensif certain par rapport à Kylian Mbappé, mais moi, c'est quelque chose qui me rassure. Est-ce que c'est ton cas aussi? Ouais, complètement. Ouais, je pense que là, on arrive à une compo qui est plutôt logique et plutôt bien équilibrée, ce qui est cher à Didier Deschamps avec le retour de Rabiot. Je pense qu'il résout pas mal de nœuds dans sa tête. Effectivement, on peut imaginer qu'il va servir sur ce côté gauche, axial gauche du milieu de terrain pour compenser le fait que Théo soit ultra offensif, le fait que Mbappé ait envie de courir un jour sur 3, voire un jour sur 10 même. Oula. Oula. Non, mais Mbappé ou... non, pas du tout, mais c'est une réalité. Je pense que sans ballon, c'est un joueur qui pose pas des problèmes, mais des prises de tête à ses entraîneurs, et toutes ces compensations qui sont dues à ça le témoignent. Maintenant, je pense que vraiment l'équipe, moi, elle me plaît bien. Je pense qu'on est sur une structure qui est connue des joueurs, avec voilà, ce 4-4-2, 4-2-3-1 sans ballon, comme on peut l'appeler, comme vous voulez, et puis qui se transforme un peu en 3-4-3 avec le ballon, avec Koundé qui fait plus le troisième central. Voilà, tu as des joueurs dans chacune des zones. Je pense qu'on aura Griezmann et Mbappé en soutien de Thuram plus que sur le côté à suivre, et Théo qui prendra beaucoup la largeur. À mon avis, on sera sur Théo et Dembélé qui seront très larges, et Mbappé, Griezmann qui seront un peu plus en soutien de Thuram à suivre ce soir. Mais moi, ça m'excite bien en tout cas quand je vois ça. Moi, je pense que, vu ces derniers temps, je pense qu'Mbappé sera dans l'axe, moi, tu me côté. J'ai l'impression que Deschamps, il n'a pas du tout confiance en la capacité de Mbappé à faire les efforts défensifs, parce qu'on sait qu'il n'aime pas ça, et il veut sécuriser un minimum, tu vois, pour l'équipe. Alors moi, encore une fois, je ne sais pas si c'est la meilleure solution, parce qu'Mbappé dans l'axe, je ne suis pas convaincu. Après, tu peux permuter, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais moi, c'est une des réserves, par contre, que j'ai. Mais c'est vrai que physiquement, Mbappé, ces derniers temps, même si la dernière fois, ça a été un peu plus rassurant, je l'avais trouvé peut-être un peu plus en jambes. Mais dans l'ensemble, ces derniers temps, ouais, tu le sens peut-être un peu moins affûté. Donc voilà, et c'est pour ça que Deschamps, j'ai l'impression qu'il a forcé un peu là-dessus. Ouais. Scipion, j'ai une question moi, par rapport à cette composition. C'est vrai que tu as parlé du secteur défensif, on va parler maintenant du secteur offensif avec toi. On voit sur le positionnement Kylian Mbappé sur l'aile gauche, Marcus Thuram plutôt dans l'axe. Quelle est pour toi la meilleure option? Est-ce qu'on va laisser Thuram dans ce rôle de neuf, qui n'est pas nécessairement le rôle qui lui convient le mieux, parce que souvent quand il est sur un côté et qu'il peut rentrer dans l'axe, c'est là où il peut faire le plus de différence. Ou alors à deux pointes avec Lautaro, ça fonctionne bien, mais il joue à côté de Lautaro. Mais il joue à côté de Lautaro, et là il sera un petit peu plus esselé. Est-ce qu'on laisse Kylian Mbappé ici pour qu'il ait un maximum de liberté? Et on sait que Kylian Mbappé, là où il est lancé, c'est là où il est le plus performant, mais tu peux éventuellement avoir un bloc assez bas de l'Autriche qui vient cadenasser ça. Est-ce que tu mets Kylian Mbappé dans ce poste de numéro 9 dans l'axe, parce qu'on sait que sur un crochet, sur un enchaînement à haute intensité, il peut arriver à faire des différences? Finalement, pour toi, t'es Didier Deschamps, quelle est la meilleure solution? Moi, très clairement, quand j'observe les 3 compétitions que Mbappé a joué avec les Bleus, à chaque fois, il était côté gauche. Coupe du Monde 2018, voilà, c'était la découverte. Enfin, côté droit, enfin, un côté, sur décalé. L'Euro 2021, c'était Benzema qui occupait l'axe. Et la dernière Coupe du Monde, c'était Giroud. Donc, moi, j'imagine mal Deschamps peut-être improviser ça avec Mbappé, même si peut-être le joueur, par rapport à cette question d'équipe, mais on a pu voir que Rabiot, je pense que c'est pour ça qu'il est de retour, même s'il était à court physiquement, c'est qu'il aime bien avoir ce joueur qui peut faire les efforts défensifs, couvrir le côté gauche, comme on a pu le voir au Qatar. Mettre à Théo ces derniers temps plutôt que son frère à l'époque, qui lui était bien plus défensif aussi, ça. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, donc je pense que Rabiot, il aura vraiment ce rôle pour colmater les brèches côté gauche. Mais après, moi, comme Bruce, ça ne m'étonnerait pas qu'on revoie assez vite Giroud dans le 11, honnêtement, dans ce type de tournoi. Configuration, tu as beaucoup de coups de pied arrêtés, où tu sais que les duels sont hyper importants, où les neufs ne vont pas forcément être mis en valeur, mais on sait que Giroud, tu n'as pas forcément besoin de le trouver énormément pour qu'il soit décisif, qu'il ait un impact. Thuram, en fait, je pense que, comme on a tous pu voir, qu'il a fait une très très bonne saison à l'Inter, mais dès qu'il apparaît en équipe de France, c'est pas ouf. Pourquoi c'est pas ouf? Parce que justement, c'est un joueur qui est fait pour un système, c'est le 3-5-2 d'Inzaghi, et que sans ça, il a un petit peu du mal à exister. Et pourtant, c'est un joueur qui, sur certaines situations, il y a des petits trucs, mais sur la durée, sur 90 minutes, dans un grand tournoi, tu as besoin quand même de ce neuf référent qui va pouvoir t'apporter plus que des petites bribes. Mais c'est pour ça que Thuram, il passe quand même un gros test ce soir. Mais ce qui est bien, c'est que on sait que Deschamps, il aime bien tester. Il a beaucoup insisté avec Kolo Muani. Peut-être qu'on le reverra lui aussi. Donc voilà, je pense que ce Dembélé part quand même avec cette option d'être titulaire quoi qu'il arrive, même si on sait que la Coupe du Monde au Qatar, ça n'avait pas été fantastique. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait encore des petits tests sur les matchs de groupe et qu'il y ait une rotation offensive pour voir qui s'en sort le mieux. Il faut quand même faire un peu gaffe, parce que dans le sens où si ça se passe mal contre l'Autriche, qui eux arrivent quand même en confiance, derrière tu joues les Pays-Bas qui eux ont déjà gagné le premier match. C'est là où ça peut être bourbier, parce que on ne doute pas de la qualif de l'équipe de France, mais si tu finis 2, 3e, tu peux t'offrir un tableau derrière quand même beaucoup plus compliqué que prévu aussi. Donc c'est ça qui est un peu chiant, quoi. Yous, est-ce que
Didier Deschamps est capable d'évoluer dans son système de jeu pendant le match. Ouais. S'il voit que ce système-là ne marche pas, alors je ne parle pas forcément d'alterner par exemple Thuram et Kylian Mbappé, d'en faire passer un dans l'axe et l'autre sur le côté, mais est-ce qu'on peut carrément le voir bousculer son système mis en place? Ouais, clairement. Mais je pense que c'est quelque chose dont il se prépare parce que tu vois, par exemple, Rabiot qui commence titulaire, il a sûrement pas 90 minutes dans les jambes, donc il pense à ce type de changement. Thuram qui est titulaire, pareil, on parle de Giroud, il doit y réfléchir, il doit se dire bon, si jamais ça va pas et ça marche définitivement pas, on revient à l'essentiel et c'est quelque chose qu'il n'a pas hésité à faire. D'ailleurs, on citait en exemple le match contre l'Australie en 2018. Il fait ses premiers changements à la fin du match contre l'Australie et c'est cette équipe qui termine le match contre l'Australie pendant le premier match qui ensuite devient l'équipe de base. Donc moi je pense que c'est une vraie possibilité, c'est que pendant ce match, si ça fonctionne pas comme il l'entendait ou comme tout le monde le verra, des changements en fin de match qui laissent penser que ouais, c'est complètement possible. Et juste pour acheter un truc, pour moi, s'il met Rabiot, alors qu'on sait qu'il était un peu juste, s'il le remet quand même aussi vite et tout, c'est quand même. C'est qu'il a des craintes vis-à-vis du côté gauche. Exactement, il a beaucoup de craintes et il a peut-être pas tant de certitude que ça à certains postes. Et il se dit, donc on va mettre Rabiot. Donc pour moi, tu peux le voir de différentes manières. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui le disait. Parce que je disais, il y avait l'enchaînement avec les Pays-Bas, on en parlait hier. Il y a 30 heures d'écart. De rebond entre les deux équipes, ça franchement pour le coup c'est n'importe quoi je trouve, et c'est vrai que si jamais là ce soir ça se passe mal pour nous, ça peut être bien bourbier le match contre les Pays-Bas. Messieurs, si Rabiot n'est pas si bien physiquement, est-ce que finalement dans ce rôle de milieu central presque défenseur gauche, il y a quand même un garçon qui est milieu défensif et qui a joué énormément défenseur gauche, c'est Eduardo Camavinga. Est-ce que Camavinga ne pourrait pas à terme avoir le rôle de Rabiot pour avoir un apport défensif certain, avoir justement ce jeu en transition pour remonter les ballons et même se projeter vers l'avant comme il aime le faire avec le Real Madrid, mais également de pouvoir venir défendre, chose qu'il a beaucoup travaillé ces derniers temps? Très clairement, moi j'étais clairement même partisan que Camavinga soit titulaire sur 7 euros par rapport à ce qu'il a envoyé comme signaux, sa montée en puissance avec le Real. Mais voilà, le match contre le Canada, il y a eu des petites pertes de balles et tout, donc peut-être qu'on va quand même retrouver un Camavinga super sub, un rôle voilà, qu'il connaît par cœur. Néanmoins, c'est vrai que par rapport à l'état physique de Rabiot, je pense aussi qu'il y a un test ce soir pour voir si Rabiot peut répondre présent. En plus, contre une équipe comme l'Autriche qui va envoyer du pressing, du contre-pressing à tout va, ça va être même pour lui athlétiquement, voilà, un sacré test. Donc je pense qu'on pourrait peut-être voir Camavinga assez vite, mais comme tu as dit, c'est vrai qu'avec ce côté voilà, couteau suisse, dépanneur, un Camavinga il va te faire un bien fou, mais je pense que sur ce match-là, s'il rentre voilà, à 60e, 65e, ça peut être voilà, un second souffle pour les Bleus assez bénéfique. Ouais. Moi je trouve aussi Camavinga pas assez rassurant en équipe de France. Si c'est le Camavinga qu'on voit au Real, mais il y a quelques pertes de balles, tu sens qu'il n'a pas la même confiance, on le dit à chaque fois, c'est pas une histoire que d'un joueur, c'est la complémentarité. Tu l'expliques comment toi la confiance? La complémentarité ou le fait que Deschamps ne lui fasse pas pleinement confiance et du coup ça le fait douter? Pour moi, c'est une histoire. Pour moi, c'est une histoire aussi. C'est juste qu'avec le Real, tu as des cracks autour, tu joues tout le temps avec eux, tu as tes habitudes. L'équipe de France, je veux dire, il y a quand même des choix, des trucs qui font que ça change tout le temps. Tu n'as pas tout le temps de jeu aussi. Du coup, tu as moins de repères. C'est aussi simple que ça. C'est une histoire de complémentarité avec les autres autour de toi. Pour moi, ça s'arrête là. Et on parlait de Rabiot aussi. Moi, je sais que tout le monde s'enflamme sur Kanté et moi, j'en suis très content, tu vois. Il y a un test. Mais pour moi, c'est vrai test parce que j'ai l'impression que tout le monde dit Kanté. T'as l'impression que c'est le Kanté d'il y a 4-5 ans. Moi, j'attends quand même de voir et c'est là qu'on va voir. Et j'étais content des amicaux et tout. Mais vu l'adversité, vu les matchs que c'était, tu vois, c'est un peu différent. Donc moi, j'attends aussi de voir parce qu'on parle beaucoup des météos. On a quand même pas mal de doutes. Et Kanté, moi, je gomme pas tout non plus. S'il a vraiment ce soir, il te fait un gros match et tout, là, pour moi, ça gommera tout. Et je me dirais, OK, pas de souci. Mais j'attends quand même le test de ce soir, moi. Messieurs, on va découvrir ensemble le 11 de cette équipe autrichienne justement pour savoir si, évidemment, il y a des joueurs qu'on connaît un petit peu. On parle souvent de Marcel Sabitzer, on parle même, là il y a Konrad Laimer qui est un petit peu plus haut sur le terrain. On a parlé de ces dernières années d'Arnautovic, Kevin Danso qu'on connaît très bien également dans notre championnat, pensionnaire du Racing Club de Lens. Hughes, Bruce, celui qui veut prendre la parole, qu'est-ce qu'on en pense de cette équipe autrichienne où il y a quasiment tout l'effectif qui joue dans les 5 grands championnats, hein. Ouais, attention à cette équipe autrichienne. Je pense que clairement ils ont leur carte à jouer. Je crois savoir qu'il y en a quelques-uns qui les voient même terminer devant les Pays-Bas dans ce groupe. On va le garder pour la fin, cette certaine personne. C'est pas vrai. On va la garder. Non. Qu'il fasse deuxième, moi. Ça ne me surprendrait pas. Hein, mais attention que ce soit pas nous qui finissons troisième aussi, quoi. Mais que l'Autriche fasse deuxième, c'est une possibilité. Hein.
Non, ouais, attention, franchement, attention à cette équipe autrichienne qui est presque à domicile aussi. C'est peut-être une information qu'on néglige peut-être un peu parfois trop dans cet aspect mental des grandes compétitions, quoi. Ils sont pas loin, il y aura beaucoup de supporters autrichiens. C'est quand même beaucoup de joueurs qui ont l'habitude aussi de la Bundesliga. Donc attention à cette équipe qui a pas mal de petites individualités, qui se connaît bien et puis qui a fait une campagne de qualif pas trop dégueu. Donc, Bruce, Ouais, non, tu nous parlais du fameux premier 0-0 Ah, de l'Euro. tu penses que c'est pour nous? Non, ouais, justement, c'est toi, ça fait deux jours, tu nous dis H24, attention, il n'y a pas eu de 0-0, Bah premier ouais, ça 0-0, va est-ce que ce arriver. serait pas pour l'équipe de France? En vrai, il y a un monde où, oui, c'est pas impossible. Moi, je pense qu'on se tape un 0-0. J'espère pas, parce que, bon, non, on va pouvoir kiffer au stade et tout. On espère voir un beau spectacle, les débuts et tout. Mais en soi, ça va bien tomber à un moment donné. Est-ce que là, on n'est pas typiquement sur le genre de match où, non, un vieux 0-0 des familles pour commencer. Derrière, on doit se taper les Pays-Bas, non? Je sais pas. en plus, sais on pas, y va. j'espère Ah pas. bah oui, c'est sûr. Ouais, c'est ça. En plus, on y va, c'est ça. Ouais, c'est sûr que quand on y va, en général, on se fait souvent Climatiser. ouais, exactement, on se fait souvent climatiser. Si on rentre dans le stade. C'est ça, si on rentre dans le stade, ce sera déjà pas mal. Si puis ouais, on va se remettre le 11 de l'Autriche. J'ai envie que tu nous présentes un petit peu peut-être les éléments forts, les éléments peut-être un petit peu sur lesquels l'équipe de France peut exploiter cette équipe autrichienne. Ouais, justement, je vais rappeler un mauvais souvenir au Lensois, mais Grigoric, attaquant de Fribourg, avait été très très bon lors du barrage d'Europa League du côté de l'Allemagne. C'est un neuf, un peu un fameux target man, donc lui dans les duels aériens, sur les coups de pied arrêtés. 7 buts, je crois, en Bundesliga cette saison, un truc comme ça. C'est pas le plus prolifique, mais c'est un peu le genre de joueur comme un Weghorst ou quoi. Genre, c'est le profil un petit peu relou pour un défenseur. Moi, j'ai envie de m'arrêter aussi sur Patrick Pence, qu'on avait vu un petit peu en difficulté avec Reims, et je crois que c'est Vico, je pense d'ailleurs à Jimmy Vico au passage, Oui. qui n'avait pas été incroyable du côté de la Ligue 1, mais qui s'est un petit peu relancé depuis. Mais c'est pas non plus, on parle beaucoup des gardiens dans un grand tournoi, etc. Donc c'est pas non plus un crack absolu. Et puis le chat, c'est vrai, cible forcément ce cœur du milieu de terrain avec des joueurs qui connaissent très très bien la Bundes, qui sont des éléments forts de leur club aussi, qui évoluent dans le haut de tableau. Leimer au Bayern, Sabitzer à Dortmund, et puis Baumgartner et Seiwald, qui sont des joueurs, on sait que notre ami Ralf Rangnick est celui qui a lancé tout ce modèle de contre-pressing en Allemagne, le gegenpressing, un concept de jeu qui demande beaucoup d'énergie, mais quand c'est bien appliqué par ces joueurs-là, c'est quand même très très difficile à se sortir de cette toile que le 11 autrichien peut tisser. Et ces joueurs-là, en fait, ça va être vraiment le principal, je pense, danger pour l'équipe de France. La bataille du milieu de terrain, c'est pour ça qu'elle m'intéresse, c'est pour ça que l'état physique de Rabiot m'intéresse, parce que ce soir, je pense du boulot. ils vont envoyer beaucoup de courses. Ouais. D'ailleurs, tu parles de Pence qui a rebondi aujourd'hui, il a Brøndby, donc il a rebondi dans un championnat mineur et dans un plus petit club. Et il faut savoir que c'est l'expérimenté Heinz Lindner qui était titulaire au dernier match face à la Suisse. Donc peut-être que ce chantier du gardien de but n'est pas encore totalement défini pour cette équipe autrichienne et que Pence sera largement jugé ce soir. Les clés du match pour toi, Yous, quelles vont être ces clés-là? Est-ce que ça va dépendre presque uniquement de l'équipe de France, d'un grand Kylian Mbappé, d'un bon Antoine Griezmann, ce qu'on voit grosso modo dans les compétitions internationales depuis quelques années, ou est-ce que ça va être justement ces match-up vraiment poste par poste France-Autriche? Ouais, peut-être, je serais plutôt sur la dernière solution, les match-up comme tu dis, et puis surtout, je pense cette capacité à répondre à l'intensité, notamment les individualités sur lesquelles on a un peu de doute quant à la capacité à enchaîner le match, à faire 90 minutes, parce que Scipion il a raison de parler de Ralf Rangnick, on n'en a pas parlé, l'entraîneur, le père du gegenpressing. Je pense que de l'intensité, il va y avoir en face des joueurs qui vont cavaler, et si tu réponds pas au niveau intensité, ou si tu as un peu de temps de retard sur le repli, on a des doutes un peu sur l'état physique de certains. Attention. Ouais, attention à cette partie-là. Ouais. Tu sais que Rabiot et N'Golo Kanté, déjà, ils ont peut-être que 60 minutes dans les jambes. Et puis Rabiot, il va voir que le mec devant, 30 mètres devant, il regarde comme ça. T'as Mbappé qui fait un peu d'efforts, donc tout le monde c'est sera ce genre de concerné détail, par, ce genre de par détail la peut, défense. quand tu as des affrontements où tu as une équipe qui est collectivement super concernée, sans ballon, avec ballon, ça peut faire la différence, ce genre de détail. Donc attention. Il y a Darken qui cite Schlager, il s'est fait les croiser, donc aussi un de ces joueurs qui aurait pu apporter dans ce fameux style de jeu. Je rappelle que Ralf Rangnick a refusé le Bayern. Bon, tu me diras qui n'a pas refusé le Bayern cet été, mais c'est un bourbier pour que tout le monde refuse. Il voulait le faire venir, donc c'est vrai qu'on a gardé l'image peut-être du coach qui a un petit peu échoué à Manchester United, mais avec l'Autriche, il a fait du très très bon boulot. Ouais, du bon boulot. Bruce,
est-ce que justement Didier Deschamps peut être un petit peu plus réactif que d'habitude? On sait que souvent il fait des changements assez tardifs dans les matchs. Est-ce que là, avec l'intensité proposée par l'Autriche, en sachant qu'il a quelques joueurs qui sont un peu justes, on peut le voir justement réagir très tôt et faire rentrer par exemple des mecs comme Fofana, comme Kamavinga, des mecs qui sont un petit peu plus en forme physique pour venir répondre à ce duel athlétique proposé par les Autrichiens? Il peut y avoir des changements assez tôt en deuxième mi-temps, s'il y a des joueurs qui ne sont pas à 100% physiquement, mais le but, ça sera d'en tout cas bien faire le boulot pendant qu'ils seront sur le terrain, parce qu'il y aura une grosse débauche d'énergie si on veut faire un gros match et poser beaucoup de problèmes à cette équipe. Donc voilà, après Deschamps, oui, il est capable de faire quelques ajustements, mais les ajustements de Deschamps, j'y crois quand même plus sur, par exemple, un deuxième match, tu vois, sur une compo de base ou quoi. Là, je pense, je dis pas qu'il va être full têtu et garder son 11, même si ça se passe mal. Il y aura forcément quelques changements s'il voit que ça se passe mal, mais je pense que c'est plus quelqu'un qui s'adapte sur les matchs suivants. Mais moi, ouais, c'est la clé, clairement, pour moi, sera au milieu de terrain. Vu les milieux qu'ils ont et vu nous, les petites craintes qu'on a, moi, je pense que c'est là que la diff se fera. C'est aussi simple que ça. Allez, messieurs, on va mettre de côté cette page équipe de France, simplement pour vous rappeler que ce soir, toute la team hors jeu va voir ce match de l'équipe de France, France-Autriche. On sera sur place. Alors vous, qu'est-ce que vous avez gagné là-dessus? C'est qu'on fera un petit live TikTok probablement devant le stade, une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, si la connexion nous le permet évidemment. Avec les téléphones, on pourra essayer de faire ça. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur hors-jeu. Ça s'appelle hors-jeu sur TikTok, Pono, ou c'est hors-jeu Twitch? Hors-jeu Twitch. C'est hors-jeu Twitch sur TikTok, donc n'hésitez pas à venir vous connecter et regarder tout ça. S'il y a des Français sur place également, n'hésitez pas à venir à notre rencontre, et surtout on aura un petit vlog, des caméras qui vont nous suivre, un petit vlog que vous pourrez suivre sur YouTube dans les jours à venir, bien évidemment. On met de côté cette page des Bleus, le point bleu, et on va ouvrir la page Pronogate. Jingle. La séquence prono avec notre partenaire Winamax, puisqu'on a commencé depuis quelques jours déjà les pronos, et finalement certains ont déjà réussi leur entrée en lice. On va faire d'abord le récap des points de la dernière journée. On n'a pas trop pu parier hier, mais on voit que au global ça fait un carton plein sur l'Italie et les Pays-Bas, un carton plein sur l'Angleterre, sauf Zal qui avait tenté le match nul, mais Zal qui nous avait piégé puisque ça avait été le seul à ne pas partir sur le match nul, et le FC Gaz était parti sur la ils nous ont vraiment écouté. Ils ont écouté les hipsters comme toi. Vous avez vu Marco Rossi, vous avez vu un show, vous avez dit ouais, c'est Guardiola quoi. Et il y a eu 2 my match, c'était les mêmes, c'était Morata buteur et l'Espagne gagne, si je dis pas de bêtises, messieurs. J'avais un my match à 3 points moi, il me manquait juste un but. Voilà, moi il me manquait un but de la Croatie et Petkovic qui rate Petkovic qui rate le penalty, et derrière son but qui est marqué en position d'hors-jeu. La logique est respectée. J'aurais eu 3 points de plus et j'aurais été deuxième à un point de Bruce, et finalement je me retrouve dernier sur un penalty de Petkovic quoi. Petkovic m'a niqué quoi. Si ma tante en avait, ça serait mon oncle. Petkovic m'a niqué, une phrase qu'on peut entendre aussi à Bordeaux et en Algérie, je crois. C'est vrai, c'est très très vrai, messieurs. Bon, du coup on a vu le classement, on va découvrir peut-être les matchs à pronostiquer aujourd'hui. Un planning un petit peu plus serré puisqu'on aura seulement 2 matchs. Roumanie-Ukraine, avec la cote de l'Ukraine qui tout à l'heure était à 1,85, elle est désormais à 1,95, donc c'est que les parieurs partent plutôt sur le match nul, ou peut-être que la compo probable a évolué, peut-être des joueurs cadres un petit peu blessés, et la Belgique qui elle est largement favorite face à la Slovaquie. Pas de surprise, tout le monde est parti sur l'Ukraine, gros suspense, ça va beaucoup tout le monde est parti sur la Belgique, du coup pas trop intéressant. Ce qui va être intéressant, ce sont peut-être les mêmes matchs qu'on va découvrir anonymement, bien évidemment. On a un match nul mi-temps pour le match Autriche-France, bien évidemment, un match nul mi-temps et l'Autriche où la France gagne, donc match nul mi-temps et un vainqueur à la fin du match. On a France et les 2 équipes marquent. On a buteur Antoine Griezmann. Ensuite, on a un 2-0 et 1-0 pour l'équipe de France et buteur Kylian Mbappé. Et enfin, on a premier buteur Kylian Mbappé, messieurs. Qui est qui ? Ça, c'est la question. Toi, je pense que c'est le 0-2 ou 0-1 avec Kix. Oui, moi aussi. Dès qu'il y a des scores, c'est toi. Pour tenter de se rattraper. Ça, c'est vrai. Écoute, je vais te dire qu'aujourd'hui, je suis pas parti sur un score. Voilà. Je suis pas parti sur un score, donc c'est pas moi aujourd'hui.
c'est le 4 visiblement qui est plébiscité. Le 4 pourquoi? Parce que c'est une cote à 5,50 et on sait que c'est 3 points et c'est braque. On va tenter les 3 points pendant que les autres jouent pour 2 points. Donc Bruce, match nul mi-temps, vainqueur Je vois fin du bien match. le nul à la mi-temps et je sais pas pourquoi, je sens qu'il y aura un vainqueur en deuxième mi-temps. Ok. Donc vu que je pouvais mettre les deux, je me suis Donc, dit autant mettre les deux, tu vois. Finalement, tu vois pas de 0-0. Non. C'est Non, je vois c'est un pas. point positif. Par vois contre, pas, tu vois non. bien 0-0 mi-temps. Ouais, Ok. je pense que ça peut faire un 1-0 ou un truc comme ça, quoi. Ok, Pipion, France, 2 équipes marquent 2-1, 3-1 pour la France du coup. Ouais, 2-1 qui a un score plutôt courant, donc je me dis que l'Autriche réussira à poser des problèmes, mais j'ai plutôt quand même confiance en la capacité de l'équipe de France. Après, ce qui est ouf, c'est que tous les favoris pour l'instant ont quand même eu des résultats. Belgique, Portugal, France, mathématiquement, il y en aura forcément peut-être un qui va un petit peu déconner. J'espère que ce sera pas nous. Antoine Griezmann, buteur pour le Zalou, et Kylian Mbappé, premier buteur pour moi. Pourquoi? Parce que je pense simplement que je pense qu'il va vouloir prendre le jeu à son compte et qu'il va forcer tout simplement. Donc ça m'étonnerait pas. Il y a un Que, péno voilà, aussi. puis aussi les pénaltys, ça m'étonnerait pas de voir Kylian Mbappé buteur. Bakou avait pris le 1-0 ou 2-0 donc pour l'équipe de France. Messieurs, on va pouvoir à présent accueillir notre invité du jour. On a la chance, il était sur place à Gelsenkirchen, il est en Allemagne. On l'a eu il y a quelques jours dans notre émission. Il s'agit de Stadium Traveler. Ne te blesse pas parce que C'est on a- Bourbier ouais, ici. là tu pourras pas te mettre en arrêt de travail ici. Tout va Puis bien, nous tout va on n'a bien. pas trop d'assurance. Donc voilà. L'installation est parfaite, on est Attention à la vraiment télécommande bien. derrière. On est tout bon. Comment ça va Nicolas? Eh ben ça va très bien et vous? On Bah se régale, écoute, hein. bah ouais, trop content de t'avoir. On t'a eu il y a quelques jours, c'est marrant parce que voilà, t'étais dans l'émission déjà en remote. Aujourd'hui, t'es avec nous physiquement. Pour les gens qui n'étaient pas là, rappelle-nous un petit peu qui tu es et ce qu'est réellement Stadium Traveler. Ouais, tout à fait. En fait, Stadium Traveler, c'est la plateforme pour accompagner la venue au stade, être au plus près des fans. C'est un réseau social pour les fans. Donc dessus, on référence toutes les infos pratiques sur comment se rendre au stade, les parkings, les accès, les transports, comment avoir des billets, tout ce qu'il faut savoir. C'est toujours le bordel, ça, quand même. C'est souvent une histoire. Je sais pas si hier vous avez galéré à Gelsenkirchen, mais je sais que c'est un. Franchement, Non. Ça allait nickel. Franchement, Ok, parce que je sais que ça accès, dépend. fluidité, consigne, visibilité, c'était très bien. La fouille et tout, franchement, RS, bien Oula. indiqué. Ok. Non, Apparemment, t'as aimé La la fouille. fouille, ça Donc doit c'est être quoi, on t'a mis les mains à des endroits agréables, c'est ça? Non, ça va. Je sais que c'était le sac de braque et tout, mais c'est pour ça que vous avez essayé de retourner au Ok, stade tout ah à l'heure, ouais. c'est ça? Depuis tout à l'heure, c'est pire, depuis tout à l'heure. Il dit ah ouais, moi je vais me faire fouiller, voilà. Ah bah je vais pas rentrer, moi je vais juste. ah là, j'ai donné la cartouche du séjour. Première Pichot, émission. il va faire exprès de mettre plein de trucs dans ses poches de partout pour se faire Vous avez fouiller pas bien regardé comme là, hein? C'est foutu pour moi. Il va arriver avec des trucs comme ça. Eh, monsieur l'agent, j'ai quelque chose là. Vous avez oublié, là, vous avez pas tout regardé. Donc oui, on se fait bien palper. Ça, pas de souci. Ok. Mais non, après l'accès c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais en tout cas, pour rentrer dans le stade, nickel. Bon Nico, du coup, comment t'en es arrivé toi à vouloir monter ce projet Stadium Traveler? Bah moi depuis tout petit je suis passionné de stade. Je suis Strasbourg initialement, donc forcément à Strasbourg on a le Racing où ça a monté progressivement. Mais au-delà de ça sur les stades, forcément étant à Strasbourg on est à côté des stades allemands. Et c'est pour ça que là 7 € nous ça nous régale parce que les stades allemands c'est de la pure folie tous les week-ends. C'est exceptionnel dans les stades 2, 3e, 4e division. Il y a énormément de monde, c'est une passion pour eux. Même actuellement il y a un vrai débat en Allemagne parce qu'il y a beaucoup qui préfèrent leur club plutôt qu'au pays. Eux c'est un vrai débat ici en Allemagne. C'est un peu la question qu'on a avec l'Olympique de Marseille quand on nous pose la question est-ce que tu préfères que l'OM gagne une Ligue des Champions Toujours ramené à l'OM. ou que l'équipe de France soit championne du monde et je pense que tu as 90% des supporters marseillais qui vont dire la Ligue des Champions pour l'OM, tu vois. Donc, Je pense que t'as 100% des supporters marseillais qui vont dire la Ligue des Champions. ah oui, je pour pense Marseille, aussi. Ouais. Mais c'est vrai que les Allemands ont beaucoup plus l'aspect club. Pour le coup, ils sont beaucoup plus focus sur leur club. La plupart Ouais. ont plus l'attachement local du fait de l'histoire. Jack l'Allemagne était séparé jusqu'à il y a encore pas très longtemps. Pour parler à beaucoup d'Allemands, c'est vrai qu'ils ont quand même ce concept de le club, c'est le local. Je suis plus fier de ma ville que de mon pays initialement. Et là, on l'a vu à St. Pauli. Il y a la fan zone qui est juste devant le stade de St. Pauli. Il y a une banderole des Ultras qui rappelle de plutôt préférer son club plutôt qu'au pays. Enfin, c'est un vrai sujet pour les Allemands, mais malgré tout, je vois que les Allemands sont quand même à fond sur 7 €. Donc c'est plutôt beau à voir jusque-là. En tout cas, c'est vraiment beau. Bon Nico, dis-moi un petit peu, t'as fait tous les stades en France de Ligue 1? Ligue 1, je pense que je dois être 90% actuellement. Ok. Il doit en manquer un ou deux. Tu sais ce que t'as pas fait? Ouais, Bordeaux en match, j'ai pas encore fait. C'est pas en Ligue 1. Ouais, C'est pas en Ligue 1. T'inquiète pas, t'as rien raté. C'est pas en Ligue 1. C'est ma séquence. T'embête pas, j'ai pas dit stade français, j'ai dit stade de Ligue 1, Voilà. donc t'embête pas. Et les stades qui t'ont. C'est déjà pas mal. Les meilleurs stades, enfin avec niveau ambiance ou ceux qui te marquent le plus en Ligue 1? Ouais, bah en vrai, bon, le Vélodrome forcément. Mhm. Vélodrome, mais quand il y a le résultat qui va avec, c'est clair que là ça Ouais. explose, c'est Ouais. injouable. T'as vu des gros matchs au Vélodrome?
Ouais, j'étais déjà en demi d'Europa League là cette année. Ok, ok. C'est déjà pas trop mal. Sympa, Et puis l'an dernier en Coupe Bien de France choisi. quand ils ont éliminé le PSG, j'ai choisi donc la c'est soirée. vrai, t'as choisi c'est des bons correct. matchs. Bah, tu reviens quand tu veux. Hein, Si. Mais ouais, après, aussi, on a des clubs plutôt comme Nantes aussi. Nantes, je sais que là, c'est des clubs un peu mythiques qui restent toujours et l'ambiance est C'est toujours vrai. là. Bon, forcément, je viens de Strasbourg, j'ai forcément dire Strasbourg parce que nous, ça reste quand même une valeur sûre sur toute la saison. Ouais. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de stades en France, on a de la chance, donc c'est bien de le mettre en avant parce que souvent les Français disent que les stades France c'est pas forcément terrible. C'est faux, on a de belles tribunes, donc ça fait plaisir de les mettre en avant. Tu sais que moi j'ai commencé à découvrir le foot notamment avec Strasbourg. C'est ça qui est marrant. J'avais quelqu'un Énorme. à l'époque, je sais plus qui c'est, mais qui était chez mon daron. Et je me rappelle, il m'avait fait découvrir un match avec Chilavert, Corentin Martins, etc. Ah ouais. Et c'est comme ça que j'avais découvert. Et moi, je lui posais plein de questions. Je disais, mais pourquoi c'est un gardien qui tire les coups francs là? Et puis, moi, je croyais que c'était limite la norme. Mais tu sais, je commençais limite à découvrir le foot. C'était quoi? C'était vers les années 2000, un truc comme ça, je pense. Début 2000, ouais. Ouais, voilà, début 2000. Et c'est là où après, La majeure. je suis tombé amoureux notamment de Viorel Moldovan du FC Nantes, puis de Moldovan. Marava Vairua. Et voilà, j'étais un ancien supporter nantais. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, avant de me convertir au C'est supporterisme dommage de que t'aies l'Olympique de changé Marseille. quand on. Mais ouais, c'est marrant. Strasbourg, c'est une des équipes qui m'a fait découvrir le foot, notamment. Et voilà pourquoi je suis passionné de foot aujourd'hui. Nico, tu vas nous présenter ces stades allemands aujourd'hui. Raconte-nous un petit peu ce que tu vas nous proposer, tout simplement. Bah tout simplement, c'est vrai qu'on parle souvent des stades en Europe, on va parler des stades anglais, etc. Mais c'est vrai qu'en France, je trouve qu'on parle pas assez souvent des stades allemands en tant que tels. Et même quand on parle stade allemand, on va penser à la Bundesliga. Donc forcément le Bayern, Dortmund, Leverkusen qui fait une saison folle. Mais il faut savoir qu'en Allemagne, même il y a beaucoup de grands opéras, donc les mecs qui kiffent les stades, il y en a beaucoup qui vont vous dire que la Zweite Bundesliga, c'est-à-dire la deuxième division allemande, est le meilleur championnat au monde. Ouais. Et je vous mens pas qu'honnêtement, j'ai aussi cette pensée-là. Parce que très honnêtement, les stades allemands en deuxième, même troisième division sont dingues. Donc là, je vais vous citer un peu quelques stades pépites à savoir qu'en France, on n'a pas forcément pensé, mais qui sont absolument à faire une fois dans sa vie, ça vaut le détour. Je pense déjà un premier proche de la frontière, il y a Kaiserslautern. Alors si je vous dis ça, forcément, c'est un club historique, hein, mais c'est un stade quand même de 45 000 places. Honnêtement, quand on y est, on se croit à Anfield. Hein. Le stade est vraiment, c'est la même ambiance. Et c'est clairement un mur rouge quand on pense à Dortmund, mais là en rouge. Déjà, c'est de la deuxième division, donc c'est déjà assez dingue. Après, il y a des Et ils clubs. font ça fait le plein, c'est ça qu'il Ouais, faut c'est ça, préciser. oui, c'est ça qui est très important. En Ouais. deuxième div, ça fait le plein. Pendant que quand tu vas au Costières Nîmes, bon là maintenant ils sont nationales, mais Costières Nîmes l'hiver, il faut faire attention hein, parce que t'as 300 pèlerins dans le stade. Hein, c'est pas Ouais, plus. c'est des stades qui font rendu quasiment 100% de remplissage à tous les matchs. C'est ça qui est vraiment assez Il n'y avait exceptionnel. pas un ou deux stades où c'était gratuit ou je sais pas quoi, ils n'avaient pas fait un truc. Ouais, c'est Düsseldorf qui a fait l'essai cette Düsseldorf. année. Alors c'était un système assez particulier pour leurs abonnés, les anciens, sur Ouais, certains j'avais matchs entendu test. parler. Mais ouais, ils ont fait le test parce que Düsseldorf c'est un des rares clubs qui remplissait pas 100% le stade. Mais après sur les gros matchs ça remplit toujours, ça y a pas de souci. Mais c'est ça qui est dingue avec l'Allemagne, peu importe l'adversaire. Moi c'est ça qui me marque en fait, c'est que même en France souvent l'adversaire va quand même jouer sur le remplissage, sur l'ambiance. En Allemagne honnêtement quand on joue le premier ou le dernier, c'est exactement pareil. Genre, fête, quoi, ouais. c'est une fête. Les Allemands viennent au stade 2 heures avant parce que pour eux, c'est juste le concept de je viens faire la fête. C'est Il y tout. a l'avant-match, il y a tout. Ouais. Ouais, c'est la Et totale. comment on fait la fête en Allemagne, tu peux nous dire? Alors, les Allemands, c'est simple. Déjà, ils viennent 2-3 heures avant le match. Ça, c'est Ouais. obligatoire. On se retrouve entre potes, en famille, peu importe. On va essayer, donc c'est pour ça qu'on te pose des Ouais, questions. ouais, On va voilà. essayer Bon, tout à ça, l'heure, si du le coup. bon Je sais pas si on arrive 3 heures avant, c'est bon, ça suffira pour faire la fête. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de souci avec Ok. les Allemands. Avant, après, pendant, ils seront toujours partants. Forcément, ils consomment de tout. C'est les Allemands, ils ont l'habitude. Oui. Voilà. Et puis ensuite, forcément, après, eux, ce qu'ils mangent, c'est les saucisses en général. Les Ah, bratwurst, saucisses grillées. Ah, il y en a, ils vont pas être typiques. Donc voilà, c'est vraiment leur rituel. Bon, Yous, a priori, toi, tu pourras pas faire la fête à l'allemande, hein, d'accord? Apparemment, Tu nous regarderas. Bon, on trouvera d'autres manières. Hein. Il y a toujours plein de variétés. Hein. Il y a plein de variétés. Il y a Exactement. les frites aussi. C'est pas sans d'ici, mais ça, ils ont aussi. Donc, Belle intervention, Bruce. Hein. Bravo. Bon, du coup, tu nous as parlé de Kaiserslautern. Est-ce que tu veux nous parler de l'Arminia Bielefeld, de Karlsruhe, exactement. Bah, ça, Ouais. c'est les clubs des valeurs sûres en D2, en D3. Il y en a un forcément qui peut aussi parler parfois, c'est Dresden. On sait que Dresden, c'est un club qui est historique. Les supporters sont assez fous. Quand on est là-bas, c'est clair qu'on sent la pression. Je pense que quand tu es sur le terrain, t'as vraiment la pression. Mais il y a plusieurs clubs comme ça, même j'en parlais la dernière fois déjà, mais Magdebourg, qui est un club là, entre Dortmund et Berlin, un petit peu perdu, mais ça fait un stade à 25 000 et l'ambiance est absolument folle, niveau bruit c'est dingue. Après il y a des stades plus pour leur image, je sens que St. Pauli, qui est le deuxième club de Hambourg, c'est un club de quartier initialement, mais qui est très impliqué dans la politique. Donc c'est un club qui fait beaucoup la différence là-dessus, parce que la plupart des clubs allemands ont quand même une orientation un peu politique chez les supporters, donc ça joue énormément sur les relations. Mais voilà, il y a quand même pas mal de clubs comme ça qui sont assez dingues. Et Rostock cette année aussi, sur l'exemple, parce qu'ils sont assez fous. Et cette année, je sais qu'ils ont fait beaucoup parler d'eux, notamment en parkage. Ils ont retapissé certains parkages, ils sont venus avec de la peinture, des rouleaux. Bruce, lui, il retapisse sa chambre.
C'est en train de partir en vrille. Quoi avec des pinceaux. Bah, quoi. bien sûr. Pourquoi Bien sûr. y a pas de problème. Je vous laisse imaginer l'état de l'émission. Ah, non, mais là, C'est déjà en France. Bruce, il est passionné de bricolage, c'est tout. bah, Et bien sûr. Voilà, le petit rouleau, là, récemment, il a même fait les petites On va briques même dans surnommer sa- Bob le bricoleur. Voilà, exactement. Nico, désolé, il faut redémarrer après ça. Voilà, C'est normal, ça c'est aussi en normal. jeu. Mais ouais, non, mais franchement, il y a que des pépites. Donc c'est ça, franchement, l'idée. Si vous faites un trip en Allemagne, l'avantage aussi, c'est que les matchs peuvent s'enchaîner. Donc sur un week-end, vous pouvez facilement faire 3-4 matchs. C'est à côté, bah, là, on voit, on a Gelsenkirchen, on a à côté de Düsseldorf, Cologne, Dortmund, Bielefeld. Enfin, il y a un nombre de clubs assez dingue, ça s'enchaîne vachement bien. Donc franchement, faut se régaler. C'est ça aussi que je veux en profiter par rapport à l'Euro. Il y a beaucoup de stades pépites en Allemagne qu'on pense pas forcément en France. On n'est pas loin. Et en plus, on n'est pas loin. Là, on y est. Donc faut se régaler. C'est ça. Mais là, il y a combien de stades de D2 allemandes pendant l'Euro? Il y en a 4. Düsseldorf, Il y en a déjà. 4 des Attends, 10. ouf, quand même. c'est ça qui est vénère. T'as C'est- 4 stades Et de t'as D2. c'est les plus gros en plus, hein, parce que ça reste C'est extraordinaire. Berlin quand même. Il y a Hambourg qui est dedans, Ouais. Düsseldorf. Düsseldorf et Schalke. Donc là, ça fait quand même Ah, bah, après, 3 des 4 plus c'est gros 4 stades. clubs Oui, emblématiques. c'est hein. des Enfin, clubs, oui, on n'est c'est pas en train de parler de. Ah, c'est vrai. Et je les respecte, mais on parle pas de Quevilly-Rouen. Hein, souvent en France, oui, par non, exemple. c'est vrai. Voilà. Mais voilà, Youth. ça a Non, été- mettez bien de l'essence si vous voulez en t'as- Allemagne, t'as- c'est tout. C'est le Hein seul conseil que j'ai à donner. Mettez bien de l'essence. Oui, mettez bien de l'essence. Oui. Bon, après, on est tombé en panne en France. Hein. C'était pas encore en Allemagne. Youth, est-ce que toi, t'as déjà fait les stades allemands justement? Est-ce que ça t'a donné envie, là, ce qu'il raconte? Ouais, non, moi j'ai eu la chance de venir à Stuttgart quand j'étais au lycée. Effectivement, j'ai pu voir cette atmosphère qui est là autour des stades, la ville qui vit. Puis je pense qu'il y a un truc dont on parle pas beaucoup, mais je pense qu'il est très important. Et bon, en France, depuis quelques années, on a essayé de s'inspirer de ça. C'est les matchs l'après-midi. Et tu vois, d'avoir ce côté-là, famille, festif, parce que c'est l'après-midi, c'est une sortie d'après-midi, tu as beaucoup de monde, ça va, je trouve que ça coïncide un peu avec tout, alors que souvent, historiquement, en France, jusqu'à il y a quelques années, par exemple, le multi, c'était le samedi soir, Ouais, c'est le vrai. gros match, c'est le dimanche soir. On était un peu plus frileux sur ces horaires-là, mais je pense que c'est le mieux pour les vrais gens qui viennent au stade, quoi. Bah, c'est vrai qu'il y a une grosse différence culturelle, c'est qu'en France, souvent, tout ce qui est supporters, etc., vont défendre justement, ils préfèrent les matchs le soir. Oui, c'est une préférence, alors qu'en Allemagne, c'est tout l'inverse. Eux, les matchs à 13h et 15h, c'est leur grand kiff. Mais du coup, c'est vrai qu'un match à 13 ou 15h, bah, ils partent le matin de chez eux à 9-10h, voire même s'ils vont plus loin, et ils rentrent chez eux le soir à 18h. Ils ont passé la journée au stade, c'est leur objectif du week-end. Donc c'est assez dingue, mais ouais, ils vivent complètement que pour ça. Le week-end, c'est immanquable d'aller au stade et de faire les déplacements. C'est vrai que là, on parle même pas des stats en déplacement, mais ils font des moyennes. Le plus gros, il me semble que c'était Schalke cette année, qui était donc en D2, ils font 6000 de moyenne en parkage. Je sais pas si on se rend compte en Ouais. déplacement, il y a en moyenne 6000 personnes qui se déplacent. C'est dingue. Alors certes, les distances sont plus petites qu'en France. En Allemagne, ils vont souvent faire 200, 300 bornes max. Mm. Mais ça reste Mais absolument quand même, dingue. ouais. Ça reste dingue. Scipion, est-ce que là, il n'y a pas une petite checklist des stades allemands à faire là? Ah ouais, très clairement, surtout que la Veldinsel Arena hier c'était que mon deuxième stade allemand. J'avais fait l'Olympia Stadion pour un match entre le Hertha Berlin de Arne Friedrich, tu vois, ça c'était pas mal, et de Marco Pantelic aussi pour les amoureux de Bundes face à Duisburg. Et voilà, ça remonte à une quinzaine d'années, donc moi je suis très content de pouvoir venir ici, de découvrir plein de stades. Et c'est vrai que et on arrive, en plus c'est les stades qu'on a connus étant gosse pour la Coupe du Monde 2006, donc en plus ça nous ramène à une petite Madeleine Le Proust qui est vraiment sympathique et franchement c'est assez fantastique. Mais ouais, franchement niveau ambiance, on savait que la Bundes était costaud, mais là avec tous ces publics européens, ce mélange et tout, c'est aussi top. Nico, c'est quoi ton programme dans les prochains jours là justement? C'est quoi les matchs, les stades que tu vas faire? Alors là, bon, pour l'Euro, je me suis improvisé Cologne samedi dernier pour Hongrie-Suisse. Donc là, c'était déjà une première vraiment assez énorme. Ensuite, pour la suite, là, ça va être les matchs de la France. Donc ce soir, Düsseldorf, Leipzig vendredi. On enchaîne ensuite avec Dortmund. Et après, dès qu'il y aura des opportunités, surtout si la France continue, on continue à les suivre. Là, l'idée, la billetterie, c'est assez galère. Hein. Ça, c'était clairement. Ouais. Je sais que beaucoup s'en trouvaient très déçus qu'ils n'ont pas eu de place. Mais moi, j'ai pas trop compris le système. C'était un peu compliqué ce qu'ils ont fait. Mais ouais, on va déjà se régaler avec les matchs de la France. Et pour être quand même dans les fan zones, etc., depuis ce samedi, l'atmosphère en Allemagne ici, elle est absolument dingue. Ouais, c'est cool les fan zones. Ouais, c'était franchement, si vous êtes de passage en Allemagne, n'hésitez pas à faire un saut dans les fan zones, c'est exceptionnel. Nous, je t'avoue que les fan zones, on en parlait. Puis hier dans la voiture, on a vu, il y avait un mec avec une hache qui s'est fait tirer dessus par la police. On s'est dit, ah ouais, ça doit être cool les fan zones là-bas en Allemagne. Ouais. Du coup, mais c'est vrai que c'est quand même un truc à faire. Enfin, je veux dire, au-delà des faits divers où il y a quelques. Non, mais c'est Les que il y a des faits divers parce qu'on sait qu'il y a des tarés partout, mais Une bière, une saucisse, une voilà. hache, quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, au-delà de ça, c'est quand même des moments Ouais. conviviaux. Il faut pas penser et croire que tout est violent, parce qu'on a vu ça. On a vu également hier l'affrontement à coups de chaise entre les Anglais et les Serbes. Ouais.
On peut penser que quand on va dans des compétitions de football, tout n'est que violence, tout n'est que danger, alors qu'à la réalité, c'est que 99% du temps, tout se passe très bien. Et surtout que vraiment, là, pour avoir fait quand même quelques fanzones, etc., c'est quand même vachement bien sécurisé. Là, on voit à Hambourg, enfin, ça a duré même pas une minute. Hein. Il a eu le temps de la sortir, ça a été directement maîtrisé. Ça, c'est l'avantage que. La hache, hein. Ouais, complètement. Ils ont vraiment bien géré la situation. Et c'est vrai que là, les fanzones, hier soir, j'étais encore à Francfort. À Francfort, ils ont carrément mis en fait un écran géant sur l'eau. Il y a un terrain flottant. Et en fait, c'est toute une zone le long de l'eau, sur plusieurs kilomètres. Il y a 8 écrans qui se suivent. Okay. Et j'y étais, mais il y avait des fans de toute l'Europe qui étaient là. Ouais, mais trop bien. Et surtout, même les Anglais, etc., toutes les nations sont représentées dans toutes les villes. Et c'est ça qui est absolument dingue. Il y a tout le monde. Et j'ai pas eu spécialement de problème. Les gens sont là, tout ça qui fait entre eux. C'est un vrai régal. Donc, franchement, les fanzones. On a même vu des vidéos sympas entre les Albanais et les Italiens où les Albanais s'amusaient à casser les spaghettis devant les Italiens et tout. Donc, ça, c'était quand même des moments sympas. Donc, voilà, n'hésitez pas à profiter des fanzones. Et moi, je sais que ça me ferait bien kiffer d'aller passer une journée dans une fanzone. On en a en Allemagne pour 10 jours. Donc, on va pouvoir en profiter tranquillement. Messieurs, ça va être l'heure du quiz. Ça va être l'heure ça va être l'heure de se la donner un petit peu, tout simplement. Il va y avoir des questions ardoises, il va y avoir des questions de rapidité, des questions à 1 point, des questions à 2 points, des questions à 3 points. Ça va être désastreux pour moi encore. Donc, on éteint les tablettes du coup. Exactement, tu peux éteindre les tablettes. Messieurs, voilà, je vous laisse prendre les ardoises. Ça sera Nicolas, on va faire ça par équipe. Donc ça sera Nico, tu vas jouer avec Scipion. Allez, Yous, tu vas jouer avec Bruce. Allez, poteau. Et on va commencer avec une question ardoise, une question à 1 point, messieurs. Allez, où ça ? La première question, quelle équipe a éliminé l'Autriche en 8e de finale lors de l'Euro 2020 ? Vous allez avoir une vingtaine de secondes pour répondre, messieurs. Une question à 1 point, je précise. Tu penses ça aussi, hein ? Je vois pas qui d'autre. Ouais, on est d'accord. Messieurs, on valide ? Allez, le reveal. On a l'Italie d'un côté et l'Angleterre de l'autre. La bonne réponse était l'Italie. 1.0 pour Nico et pour Scipion. J'aime beaucoup l'assurance qui s'est dégagée de votre duo. Moi, j'ai pensé à ça, mais j'étais pas sûr à 100%. Messieurs, question de rapidité à présent. Question de rapidité. Qui est le joueur avec le plus de sélections all-time en Autriche ? Scipion ? Alaba ? Non. Arnautovic ? Marco Arnautovic. Attention, monsieur Bruce Granek, que je vous donne bien la parole. Mais tu me regardais, j'ai levé la main, il venait de répondre, donc c'est un autre type. Non, rien à foutre. Ouais. Moi, je donne la fais parole. gaffe, parce que là, t'es à côté de moi, il y a une patate qui va partir. Alors, c'est bon, Non, mais là, il est grave, il venait de répondre. Normalement, c'est à nous, Kanto. Non, mais quand ils viennent de t'as répondre, plus on besoin a. de lever la main. Moi, je vais pas me prendre une patate. Messieurs, question ardoise. Quelle est la meilleure performance de l'Autriche à l'Euro ? Tu partirais sur quoi, toi ? J'essaie de me resituer tous les tournois. Passé lointain. En vrai, il n'y a pas une demi, un truc comme ça. Est-ce qu'on est sûr que. Tu vois, moi, je pense entre les deux, non ? Choisis un tranche. En vrai, tu sais quoi ? J'hésite presque à dire que c'est peut-être le huitième de finale. Moi, j'ai un. On entend ça ? Mais vas-y, je te suis. Je te suis, vas-y. Mais je sais pas, je suis en active. Je vais prendre le micro parce qu'ils m'entendent pas, je pense que. Je sens, je sais pas pourquoi. C'est bon, messieurs ? C'est bon. Allez, on regarde. 8e de finale pour Scipion. Quart de finale. Et la réponse est 8e de finale. Tu vois, je le sentais en plus. Je me que c'était ça, quoi. Je le sentais, moi aussi. Mais Icar, après, on avait mis 8e et on est. Putain, je fais ça. Messieurs, question à 2 points. C'est un qui suis-je ? Né le 28 septembre 1997. J'ai donc 26 ans à l'heure actuelle. Je suis un gaucher d'1m74 ayant fait mes débuts professionnels du côté du Red Bull Salzbourg, où j'ai d'ailleurs été prêté au FC Liefering, toujours dans le championnat autrichien, puisque je suis évidemment autrichien, né à Linz. Je signe par la suite en Allemagne, au VfL Wolfsburg, où je fais des saisons complètes et abouties qui me permettent de signer dans un autre grand club, le Rasenballsport Leipzig. International autrichien, j'ai 43 sélections à l'heure actuelle, avec 3 buts seulement. Mais je ne pourrai pas, malheureusement, représenter mon pays. La guerre. C'est
évidemment. Bien Shaver. joué. Schlager, Bien vu. Voilà, Yous. le joueur autrichien. 2 points, messieurs. Petit point score, puisque c'est En plus, c'était 2 points. la question. Ouais, c'est 2 points sur cette question. Donc ça fait Alors peut-être. 3 points à 2 pour Bruce et Hughes qui prennent la tête de ce quiz. Messieurs, rien n'est terminé. Il reste encore des questions. Plus beaucoup, bien sûr. Question ardoise, messieurs. Et c'est fini. Question ardoise. Et ça sera 1 point par bonne réponse, puisqu'il y a 2 bonnes réponses. C'est une question facile. Je vous précise. Quels sont les 2 pays ayant remporté le plus d'euros? C'est 2 pays à égalité avec 3 euros remportés. Attends. 2 pays qui ont remporté 3 euros. Pour Avec- moi, c'est ça, c'est Non, sûr. t'as raison, t'as raison. Pour moi, c'est ça. On en a proposé déjà un du côté de Scipion. Je vois qu'on a écrit les 2 du côté. Bruce, Yous, on est bon. On est bon aussi. Scipion, Nico, on est bon. Mais bon. Allez, on peut retourner. On propose Allemagne et Espagne. Allemagne et Espagne. 2 bonnes réponses. Allemagne et Espagne. 2 points chacun. Bien vu. Bien On vu. conserve un point d'avance pour On avait Yous. gagné un à l'ancienne, l'Espagne et les deux. Ouais, c'est ça. Et pour Bruce Granek. Messieurs, attention, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de l'Autriche. Mais là, on va pas parler de l'Autriche, on va parler de nos amis belges. Quelle est la meilleure performance de la Belgique à l'Euro? On écrit. On écrit. Ah, il a l'élevé ouais, parce que. Voilà. Pardon. Non, t'inquiète. Moi, En fait, je vois pas d'autres. Bah, en plus, avant, ils ont pas fait de grosses perfs. Ouais. Je les vois pas franchement, là, vas-y, tranche. pour les euros. Je te laisse voilà. trancher si t'as un feeling. Fais ce que tu veux. La dernière fois, c'était sorti. En... Ouais, à ce niveau-là, ouais. Voilà. Je vois pas ce qu'ils auraient Dans le fait passé, non. avant. Ouais. Je- Dans le passé, ça m'étonnerait. Ouais. Ouais, Non, reste Ouais, là-dessus, ouais. je pense. Je les vois pas faire mieux. je crois que ouais. Donc ça se trouve, Ah, c'est fort, ça donc, serait surprenant, mais. Scipion, est-ce que vous avez commencé à écrire tranche. quelque chose? Ah oui, non, on a écrit, c'est bon, ouais. Tranche. Attends. vas-y. D'accord. Je reste sur ça. Je te fais T'es sûr? confiance. Bah non, j'en sais rien. Messieurs, Moi, la vérité, j'en sais rien. C'est l'heure du reveal. Quart de finale Ah, on hésite proposé pareil par entre les Scipion. deux. Demi-finale proposée par Yous. Et la bonne réponse est en 1972, Aïe. la Belgique a été demi-finaliste. Voilà. Aïe. Ah, purée, j'aurais pas pensé. Tu vois Ouais, mais dur. c'était Ah, j'aurais chaud. pas On pensé, hésitait ouais. pareil à chaque bien fois. vu. C'est entre les trucs. Messieurs, on va faire une question à tour de rôle. Et les questions à tour de rôle, vous savez, c'est 3 points normalement. Mais vu que c'est pas ma question, on va quand même la laisser à 3 points. Pano, il n'y a pas eu de changement dans la liste, hein, des On est blessés, deux. des remplacements. Pourquoi c'est 3 points? On est d'accord. Là, sait pas. on a plus 3 ou plus 2? Là, vous avez plus 2. Messieurs, Mais pourquoi c'est 3 points? On est que C'est deux. une course, D'habitude, pas une c'est 3 clim. points. Bah oui. parce que je voulais faire des barèmes Là, c'est élevés. pour toi, Youssa. Élevés. J'ai précisé tout à l'heure. Ah bah, y a pas de souci. Alors, messieurs, c'est la liste qui avait été annoncée initialement. Je ne sais pas si depuis, il y a eu des joueurs forfaits et d'autres qui sont venus à la place. Donc, il faudra. Pano, tu suis le chat. Écris, toi, tu vas. Pour écrire savoir. comme moi, ça, c'est- Messieurs, il va me falloir me donner la liste des 25 joueurs belges. Ok. Honneur à Scipion et à Nico, qui ont moins de points. Ouais, Cels. Matt Sels, joueur de Nottingham Forest, c'est validé. J'en ai écrit 10 ans et j'écris. Openda. Loïs Openda, évidemment, joueur de Rasenballsport Leipzig, c'est validé. Lukaku. Romelu Lukaku de l'AS Rome, c'est validé. Théâtre. Évidemment, le jeune défenseur René Arthur Théâtre est bel et bien dans la liste des Belges. Je te laisse le dire. C'est lequel des deux? Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, naturellement, Kevin De Bruyne de Manchester City. C'est lequel des Jérémy Doku. Jérémy Doku, naturellement, qui est là, de Manchester City également. Witzel. Axel Witsel qui est venu un peu last minute, hein, je crois, Axel Witsel pour l'Atlético Madrid, qui est classé avec les défenseurs, Ouais, il est puisque pas maintenant il juste joue avant, ouais. principalement central. Oui. Leandro Trossard. Leandro Trossard d'Arsenal, c'est OK. Castagne. Timothy Castagne, évidemment, le latéral de Fulham. Amadou Onana. Ouais. Amadou Onana, au milieu de terrain, Everton, c'est OK. Tillmans. Yuri Tillman d'Aston Villa, c'est validé. Ah, il y a la Ah, j'en ai. Elle a eu Ouais, aussi. c'est exactement ce que Ah ouais, j'avais dans la tête. ok. Je vais essayer d'en dire un autre. Bon, je vais. Ouais. Woodface. Wout Faes, défenseur central de Leicester, qui va remonter en Première Ligue, c'est validé. Castles. Castles dans les cages, Cohen Castles de Wolfsburg, OK. Non, il n'y est pas. Ouais, Vertonghen.
Jan Vertonghen d'Anderlecht, l'expérimenté défenseur belge, est bel et bien dans la liste. Bakayoko. Johan Bakayoko, c'est ok, on l'a vu en Ligue des Champions cette année. C'est validé pour le PSV Eindhoven. Il y est au final ou pas? Je sais plus s'il y est ou pas au final. Ah oui. T'es sûr, il y est pas? Boano, Je vais le citer parce que j'en ai est-ce que tu peux me Je préparer, me demande si c'est possible, ou alors risque au dernier une moment. A7 avec la liste des groupes hier. juste? Ouais. Bah vas-y, je le tente. Thomas Meunier. Thomas Meunier Non. de Trabzonspor est dans la liste Voilà. belge. Ça. Ferreira Carrasco. Ouais. Yannick Ferreira Carrasco, Al-Shabaab est dans la liste. Attends, putain. Alors, je suis en train de regarder. Il en manque beaucoup encore? 5, 6 Il en manque pas mal. Ah il y en a beaucoup qu'on connaît très très bien. Bah ouais, c'est ça le problème. Et notamment toi, Bruce. Et notamment moi. Allez, je peux leur donner un petit indice, je vous en donnerai C'est un. pas- Ah non, ils donne sont en pas tête. d'indice. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, non, il a raison. Ils sont en tête. Comment ça, il en a Ils sont en avant tête, il n'y a pas d'indice. T'as raison, t'as tout à fait Ah. raison. Attends. Poker face. Hein. Ça commence comme ça? Ah, mais... Poker face, je ne réponds pas. ah ok. Salmakers. Ouais, oui. Salmakers n'est pas dans la liste. Putain. Je pensais à De Catlar. Eh oui. Comment on n'a pas pu dire CDK? Messieurs, Pas pensé. Il y en a de plein il d'autres, manquait Luke Bacchio, Luke Bacchio qui était Zeno de Bast de base dans le et en j'avais défense. Vermeuren. Vermeuren qui y est aussi, Mais je l'ai terrain, vu, ouais. si je dis pas de bêtises. le troisième gardien, c'est Verbruggen. C'est Kaminski. Ok. On aurait perdu, ils en avaient plus. de toute façon. Ah ouais. On a oublié un joueur dont on a fait que parler CDK, c'est grave. dans les révélations, Maxime de Kuyper. Oh, On en a beaucoup parlé. Les défenseurs, sinon, ils y étaient tous avec De Bast, évidemment. Le Lyonnais, Aurel Mangala. ah oui. Bien vu. Ah, c'est vrai. Aurel Mangala qui est là. Ouais, mais fallait c'est le après, penser, ça revient, ouais. c'est- Un peu moins connu, on a Aster Vranks, Ah, Ah si, oui, ouais, qui bah est ouais, là. ouais. malgré tout. Et dans le secteur offensif, vous les avez tous donnés du coup avec Luke Bacchio. C'est ça. Donc voilà, pour la liste, c'est 3 points. Et Scipion et Nico qui repassent devant. Oh la douille. Bien joué, Nico. Bien vu. C'est un Bonne quiz connaissance qui des était Belges. Messieurs, fait par on va faire Juan une question rapidité. À 1 point. Lors de l'Euro 2021, qui a été élu meilleur jeune de la compétition? Pedri. Pedri, 1 point pour Scipion. Ah Attention, messieurs, il reste 2 questions. Une à 2 points, une à 3 points. Donc il reste encore des points. Il reste encore des points. Le prochain, c'est un je suis. Allez, hein. Je suis né. Et juste, ça concerne quoi? C'est la Belgique encore? Non, Peu importe, C'est je un- sais pas. c'est un joueur de l'Euro. Ok, ok. Indice, joueur de l'Euro. Je suis né le 25 mars 1999. J'ai 25 ans. J'ai fait toutes les sélections de jeunes pour mon équipe nationale et j'ai actuellement 12 sélections en équipe nationale. Et j'ai eu l'opportunité de disputer déjà un match de l'Euro. Je porte le numéro 5 dans mon équipe. Je suis un actuel joueur de Watford, mais j'ai été formé du côté de l'Écosse. Porteus. Ryan Ouais. Porteous, Le boucher. Orsifiant, Rien à dire. qui a pris un carton rouge lors du premier match Ah ouais. de cet Euro. Ah. Messieurs, je crois que c'est terminé. Bah, question Bah à oui, 5 des questions points la à 20 dernière. points à chaque fois. Alors écoutez, moi je suis joueur. On peut Ah. faire la question à 5 points. Je demande... Sur la Belgique, le parcours, ils étaient en finale en 1980, il y avait une erreur dans le quiz. Donc normalement, ils n'ont pas un point sur Ah, Ah, quand c'est Ah nous, bah. ah, Et ça, tu le révèles. Si c'était Pipion, Ah. là, t'aurais rien C'est vrai révélé. Hein. t'as fait... Il y avait une erreur? Oui, Belgique. C'est pas moi qui ai fait le quiz, je me dédouane de l'erreur, c'est pas nous qui a fait le quiz. C'est bon, c'est fait. Ils ont fait finale en 80 du coup? Ouais, c'est ce que dit le chat, ouais. Ah, c'est une info de chat. Source. Laisse-moi vérifier. Euro 1980. c'est bien, ça prouve que le chat cherche sur Wikipédia au moment de La répondre à chaque finale, fois. c'est Allemagne de l'Ouest contre la Belgique. Le chat a raison. On enlève un point Oh, 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 les chiens. à Bruce et à Yous, Honteux. ce qui fait qu'on a une question à 6 points. Ah, voilà. Non, moi, je pose la question.
Scipion, Moi, ça me dérange pas, je laisse Nico, Nicolas Ouais, trancher. joueur, on est joueur. est-ce que vous êtes joueur et on met la question à 6 points? On est là On est pour joueur, pour on jouer est de toute joueur. façon. C'est quoi comme type de question? C'est une mort subite. Oh ouais. Ouais, là, c'est compliqué, là, ça. Ça dépend, c'est quoi. C'est une mort subite. Messieurs, je vais même vous aider pour cette mort subite. Oh. Parce qu'on va parler des sélectionneurs. Oh, De bon, l'Euro. là, alors, moi, je suis zéro. Oh là. Alors là où je vais vous aider, c'est que Youssef, c'est toi. allez. on va pas toutes se les faire de tête. Je vais vous afficher les poules avec les nations. Au moins, vous aurez les nations de tête. Et ça, c'est une sacrée aide, quand même. On va commencer, évidemment, avec Scipion, parce qu'ils Ouais, acceptent non, de pas de faire la souci. question à 6 Pas de points. Allez, Youssef. Donc c'est eux qui ont Je vais l'opportunité. écouter ceux que tu vois un peu les surprises. Pourquoi on fait cette question-là? Parce que dans le grand quiz qu'on a fait à Webed dans la semaine, j'avais appris dans le train pendant les 3 heures tous les sélectionneurs par cœur, parce que je pensais que c'était la Ouais. mort subite qui allait tomber pour la question finale. Et je me suis dit, si je joue en finale contre Scipion, je peux le niquer parce que je les aurais appris par cœur. Bon. Néanmoins, c'est Scipion qui a présenté le quiz, donc déjà, j'avais aucune opportunité de le niquer. Et puis, tout simplement, il n'y a pas eu la question, donc c'est pour ça qu'on la met aujourd'hui. Scipion, Nico, je vous demande un sélectionneur. Or, ceux-là, un de ceux que tu veux dire. Les faciles, on dit- évidemment, d'abord, on fait les grille pas les grosses sélections. cartouches. Vas-y, je te laisse ceux qui te fait Bon, plaisir. forcément, France Didier Deschamps. hein. Didier Facile. Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France. Bien joué. C'est validé. Bien, bravo, belle culture. Wow. Gareth Southgate. Gareth Southgate pour l'Angleterre, c'est validé. Nagelsmann. Je te laisse gérer. Évidemment, Julian Il est pas Nagelsmann meilleur que moi. pour l'Allemagne. Bruce, tu peux en donner un quand même. Non, là, j'en donne pas. Je prends aucun risque. Allez, quand même. Nagelsmann, vous avez dit Spalletti. Voilà, Luciano Spalletti pour l'Italie, c'est validé. Check. Oh, ouais, t'es un monstre. Celui que tu veux dire parmi. Non, pour celui qui te. Bah, Coman. Ouais. Alors, Qui, sûr. quoi? Coman. Évidemment, Pays-Bas, Ronald Koeman. Robert Martinez, naturellement, pour le Portugal. C'est validé. C'est validé. On va partir sur De La Fuente. De La Fuente, c'est validé pour les grosses nations, l'Espagne, hein, Luis de La Fuente. Willy Sagnol, deuxième entraîneur français pour la Géorgie. Tedesco. Ouais, Belgique, Domenico Tedesco. Rangnick. Ralf Ragnick pour l'Autriche, c'est validé également. À sec. Ivan Asek, République tchèque, si je dis pas de bêtises. Après, il faut se rappeler qui en a fait, qui en a pas fait. mais- La Suisse. Ah oui, Murat Yakin. Murat Yakin pour la Suisse. Du coup, je te laisse enchaîner avec la Hongrie, peut-être, non? Le coach de la hipster team, Marco Rossi. Voilà, Marco Rossi, sélectionneur italien. Bon, l'Écossais est plus compliqué. Je pense que le Croate, tu peux l'avoir. Bah ouais, mais je vais mal le dire en fait. Yeah. J'ai son prénom, ça va? Donne-moi son prénom, voir. Darto. Pas loin. C'est pas. Trouve un autre, ouais. Ah, mais attends, mais il y a l'autre là. Mancini. Quoi? Mancini. De quelle sélection fantôme est-il le sélectionneur? Non, c'est Silvino. Ah, putain, c'est vrai qu'il y avait Sylvie. C'est Silvino. C'est une victoire de Nicolas et de Scipion. Bravo, messieurs. On avait Bien encore joué. Montella, je pense, t'as confondu. Vincenzo Ah, Montella ouais. pour la Turquie. Yulmand. Oui, évidemment. Stojkovic Pour le Danemark, et- Stojkovic, Et Serbie. Rebrov pour l'Ukraine. Rebrov pour l'Ukraine, messieurs. L'Écosse, Porter. Steve Clark. Ah ouais. Il est entraîneur du 15 du Charbon. Du coup, la Croatie, c'était Zlato, oui, exactement. Dalic. C'est Zlato Dalic. Ah, Spalletti, Sylvie, on a dit. D'accord, Pour la Slovénie, on l'a vu hier. Mathias Kek. Mathias Kek. Julman, Stojkovic, ça a été donné. Southgate, ça a été donné. Pologne, il est compliqué, lui. C'est Michal Probiers. ouais. Très bien habillé au passage. Voilà. Michel Probiers. Ronald Koeman, Ragnick, Deschamps ont été donnés. Tedesco a été donné. Rebrov a été donné. La Slovaquie, c'est un Italien. L'Italie, le pays le plus représenté pour les sélectionnaires. Il me semble qu'il y a 5 sélectionneurs C'est ouf, italiens. ça. Francesco Calzona. Ah ouais. Ah oui, bah celui de Naples, c'est vrai. La Roumanie. Eduard Iordanescu.
Vincenzo Montella, Willy Sagnol, Roberto Martinez. Il y a 5 sélectionneurs Ivan Assi. italiens là. Et ouais. Dans les sélectionneurs italiens, tu as Marco Rossi. C'est valeur sûre, hein, les autres. Marco Rossi, Luciano Spalletti, Vincenzo Montella, Francesco Calzona et Domenico Tedesco. Propre. Voilà les 5 sélectionneurs GG les gars. de l'Italie. Bien joué. Bravo C'était beau. Super à quiz. Nico, bravo à Scipion. Nous messieurs, ça va être la fin. Nous, ce qu'on fait, c'est que là, toute la journée, on a un vlog à tourner, on a un petit live TikTok ce soir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à hors-jeu Twitch. N'hésitez pas également à lâcher des likes sur YouTube, à écouter notre podcast notre émission en podcast sur Spotify, sur Deezer, et à liker absolument tout, liker sur YouTube et lâcher également vos commentaires. Merci Scipion d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Kanto. Merci à tous. Merci Yous d'avoir été avec nous. Merci Sévru. Merci à tous. Merci Nico Avec de Stadium plaisir. Traveler Merci qui pour était l'invitation. à nos Passé, côtés également. Et puis nous on se retrouve ce soir pour un live TikTok. On embrasse Braque également qui a dû rentrer. On pense fort à lui. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Bye bye.